Bonjour à tous, nous sommes ravis de commencer cette nouvelle semaine avec vous. Soyez les bienvenus. Bonjour Eric. Bonjour Magali. Pour une émission, vous le savez, avec de l'info, de l'humeur, du débat. Bref, c'est une émission sans filtre. Et on va commencer par cette permission qui ne passe pas. Un détenu des nouvelles prisons de haute sécurité a-t-il le droit de se rendre à un entretien d'embauche à des centaines de kilomètres de distance, le tout sans escorte? La réponse est oui pour la justice. Décision incompréhensible en revanche pour beaucoup, dont le garde des Sceaux lui-même qui a vivement réagi. On en débat dans notre émission. La porte-parole de l'administration pénitentiaire d'ailleurs sera en direct avec nous. Et puis, puisque vous avez dit que c'était une permission qui ne passait pas, il y a une deuxième chose qui ne passe pas, pour moi en tout cas, c'est ce vote à l'Assemblée nationale du budget. Ça fait des semaines et des semaines qu'on vous parle dans tous les médias, pas que nous sur LCI, de la dimension indispensable de ce nouveau budget, la responsabilité des parlementaires, 577 députés qui se sont affrontés dans un débat parlementaire pour faire passer des amendements sur les recettes, sur les économies à faire. Bref, le budget est prêt, le vote a eu lieu, un seul député sur 577 l'a voté ce budget. Un seul député. Les autres se sont abstenus ou vont voter contre. Il est avec nous, ce député. Il est là. Il s'appelle Harold Huvart. Il est député Lyotte d'Eure-et-Loir. Il sera notre invité et nous l'écouterons dans quelques instants. Enfin, on n'y comprend plus rien au plan de paix pour l'Ukraine, version Donald Trump. Vous le savez, le président américain espérait mettre fin à cette guerre dans les tout prochains jours. Ça semble compromis, encore une fois. Ce plan était très favorable aux Russes. Souvenez-vous du choc qu'on a tous ressenti la semaine dernière. Eh bien, après un week-end de discussion, finalement, il y a des avancées en faveur des Ukrainiens. On vous explique tout. N'ayez crainte. Dans quelques instants, Brunet sans filtre. Ça commence maintenant. Et puis c'est une figure du narco-banditisme. Il est détenu dans un quartier de haute sécurité de la célèbre prison de Vendin-le-Vieil, mais aujourd'hui il est dehors, figurez-vous. Et à Lyon précisément pour un entretien d'embauche. C'est sa femme qui est venue le chercher ce matin vers 9h à la sortie de la prison de Vendin-le-Vieil. Et il a une seule obligation, revenir à 21h. D'ici là, eh bien, il se promène dans Lyon sans aucune escorte. Marion Fiat est avec nous. Vous êtes devant la prison de Vendin-le-Vieil et le détenu est bien parti, Marion, ce matin, sans escorte particulière. Oui, le détenu est sorti peu avant 8 heures. Il n'y avait pas d'escorte particulière de prévue, mais une sécurisation des abords de cet établissement avec la police, la gendarmerie, les ERIS et les ELSP. Alors c'est une sortie qui fait polémique puisque ici c'est une prison de haute sécurité, tout est hermétique, les parloirs, les fenêtres, tout a été pensé pour couper ces détenus qui sont réputés pour être les 100 plus dangereux du pays, pour qu'ils soient coupés du monde. Et aujourd'hui, ce détenu qui a déjà été organisé une évasion, va sortir. Il sort pour un entretien d'embauche pour favoriser sa réinsertion et peut-être anticiper une sortie qui est normalement prévue pour 2029. Mais les syndicats des surveillants de prison s'en offusquent et ils sont inquiets pour l'étanchéité de leur établissement, même si l'avocate du détenu dit qu'il n'y a pas à avoir peur et que le droit permet de réaliser cette sortie. Même si Gérald Darmanin, ce matin, s'est exprimé en demandant que le droit puisse évoluer et de permettre des conditions différentes pour ces détenus qui sont particuliers. Effectivement, merci beaucoup Marion. On aura l'avis d'un syndicaliste de l'administration pénitentiaire dans un instant, mais d'abord, je rappelle quand même je rappelle qu'il avait... je dis pas de bêtises, il s'était déjà évadé, oui, mais dans 2014. Un contexte particulier avec un commando armé. Il n'avait pas faussé compagnie discrètement, il s'était évadé avec un commando armé, tout de même. C'était en 2014. Donc la position maintenant de l'avocate de ce détenu, elle était invitée ce matin de LCI, elle explique que c'est une décision de justice parfaitement normale et en accord avec notre droit. Mais c'est pas moi, c'est la loi. Est-ce qu'il a fait preuve d'un comportement exemplaire en détention ? Oui. Et en fait, quand les voyants sont ouverts, eh ben alors on obtient une décision comme on a obtenu. Et en fait, il faut garder son sang-froid, il ne faut pas paniquer, et il ne faut pas faire peur aux gens. Il ne faut pas faire peur aux gens, dit l'avocate de ce narcotrafiquant. Rodrigue Bray, Rodrigue Bray est avec nous. Il est secrétaire général adjoint du syndicat UFAP UNSA Justice. Gros émoi aujourd'hui en France, suite à cette libération pour quelques heures, 12 heures, de ce détenu. Est-ce que vous comprenez cette émotion, Rodrigue Bray ?
Oui, écoutez, on s'interroge. Alors, c'est pas une libération, hein. On parle de permission de sortie. C'est des choses qui arrivent tous les jours dans des établissements dits classiques. Et là, je vous parle d'établissements classiques, sauf qu'on n'est pas dans un établissement classique à Vordahl-Vieille. On parle de détenus qui sont logiquement classés parmi les plus dangereux. Et on s'interroge, on comprend pas comment une permission de sortie peut être octroyée à ces détenus qui logiquement sont parmi les plus dangereux. Justement, l'avocate de ce détenu disait sur notre antenne ce matin que c'était parfaitement en accord avec notre droit français. Mais est-ce que justement la question n'est pas notre droit est devenu obsolète face à ce narco-banditisme? Effectivement, elle a raison, ça fait partie du droit, il y a aucune difficulté là-dessus. C'est pas ce qu'on remet en question. Là, on se rend compte que on a créé des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, sauf qu'on n'a pas pensé à tout derrière. Et on se rend compte qu'effectivement, il va falloir légiférer sur le sujet. C'est pas compréhensible d'avoir des détenus dangereux qui je vous dis encore une fois, à qui on octroie des permissions de sortie. Je vous rappelle les conditions dans lesquelles sont arrivés et dans lesquelles ont été transférés ces détenus avec des escortes armées, très sécuritaires, etc. Et aujourd'hui, on laisse sortir un détenu qui rentrera, je vous le rappelle, qui rentrera à l'établissement ce soir sans aucune force de sécurité, etc. C'est incompréhensible. Parce que, Rodrigue Bray, vous dites, et vous avez raison, que le droit permet aux magistrats de faire cela, mais on peut quand même s'interroger sur la décision de ce juge d'application des peines. Il a le droit de le faire. Certes, on a tous compris qu'il avait le droit, hein. Mais enfin, je rappelais tout à l'heure que ce détenu s'est enfui en 2014. Hein, il s'est évadé avec le concours, l'aide d'un commando armé. Donc, il y a des précédents qui sont lourds. Donc, on peut être magistrat, certes, avoir le droit de donner une permission de sortie de 12 heures à un détenu, c'est vrai. Mais par ailleurs, on peut aussi observer, regarder le dossier du dit détenu et s'interroger sur son profil quand même. On peut pas s'en sortir en disant « ce juge avait le droit ». Mais non, vous le soulignez, vous avez raison de le souligner. J'ai une pensée pour mes collègues de Villepinte qui en 2014 se sont fait braquer par un commandant armé pour l'extraire et pour s'évader. Encore une fois, c'est des décisions de justice. C'est pas nous qui. Il y a eu une décision collégiale avec le chef d'établissement, etc. Et sa permission n'avait pas été acceptée, je me rappelle. Ça fait partie du droit français. Je ne commenterai pas la décision du magistrat. Je pense que vous savez très bien ce qu'on en pense. On vous l'a dit. Il n'est pas compréhensible que des détenus qui soient classés parmi les plus dangereux puissent bénéficier de permission de sortie. C'est juste pas compréhensible. Ouais. Pour vous aussi, c'est incompréhensible, on l'a bien compris. Merci beaucoup d'être intervenu en direct dans notre émission. La porte-parole de l'administration pénitentiaire sera également avec nous à 13h30. Ce sera notre grand dossier. Évidemment, on tentera de comprendre exactement cette décision de justice et on aura évidemment des nouvelles de ce détenu qui est en train de passer un entretien d'embauche aujourd'hui même, donc à Lyon. À la une également, le projet de budget 2026. Vous le savez, au tout début du week-end, les députés l'ont rejeté, ce projet de budget. Ils ont voté contre à l'unanimité, sauf une voix. Sébastien Lecornu a réagi pour la première fois ce matin sur ce vote. Le Premier ministre estime que c'est une alerte. Cette situation nous amène à des points de vigilance. La première des choses, c'est certains partis politiques, certains candidats à l'élection présidentielle estiment au fond que le compromis n'est pas compatible avec leur propre stratégie électorale et qu'au fond, derrière, il y a une forme de cynisme qui est en train de se dégager et qui peut mener à ce que certains errements idéologiques de certains partis politiques bloquent la situation. Et ça, pour moi, c'est un point de vigilance important. On l'a vu notamment dans les comportements de la France insoumise et même parfois du Rassemblement national. Voilà, Sébastien Lecornu, c'était il y a quelques minutes. On rejoint tout de suite notre équipe à Matignon. Mathieu Desmoulins est à Matignon avec Alexis Tessier. Le Premier ministre dénonce donc, Mathieu, l'attitude des oppositions. Bon, il avait appelé, il ne cesse d'appeler à la responsabilisation des députés. Et on voit bien qu'en France, eh bien, c'est souvent comme ça. L'idéologie prend le dessus
sur l'intérêt national. Qu'est-ce qui va se passer d'ailleurs maintenant, Mathieu Desmoulins? Qu'est-ce qu'il va se passer maintenant pour ce budget dont on nous disait qu'il est urgentissime qu'on le vote? Eh bien, à présent, Eric, place à la deuxième mi-temps pour reprendre l'expression de Sébastien Lecornu. Elle va commencer par un certain nombre de consultations avec, en ce moment même, l'ensemble des membres du gouvernement qui sont réunis à Matignon pour faire un point d'étape alors que le texte budgétaire doit arriver au Sénat. Et puis, dans la foulée, un certain nombre de consultations ce soir avec ce que l'on appelle le socle commun, c'est-à-dire la droite et le centre, et puis avec les oppositions dans les prochains jours, ainsi qu'avec les partenaires sociaux, le patronat, les syndicats. L'objectif, essayer de trouver une voie de passage, comme ça a déjà été le cas il y a quelques semaines, pour aboutir à un budget. Le Premier ministre qui refuse de se projeter sur le scénario d'un échec, qui refuse d'évoquer publiquement tant la question des ordonnances que la question d'une loi spéciale. Il le dit, je pense qu'il y a toujours une majorité pour faire adopter un budget. Il n'empêche qu'il décoche un certain nombre de flèches à l'endroit des oppositions, à l'endroit des candidats à l'élection présidentielle, et qu'il compte bien les mettre dans les prochaines semaines face à leurs responsabilités, pour reprendre l'expression d'un membre de son entourage, avec des votes sur différents sujets, les armées, l'agriculture, qui auront lieu, quoi qu'il arrive, à l'Assemblée nationale, à commencer la semaine prochaine par la question militaire. Merci Mathieu Desmoulins. Moi je m'interroge, est-ce que quand le Premier ministre appelle à la responsabilité des parlementaires, est-ce que ça sert à quelque chose? On sera tout à l'heure, restez avec nous à 12h50. Moi je pousserai personnellement un coup de gueule. On sera avec Harold Huvart, encore une fois, ce député Lyotte d'Eure-et-Loir, qui est le seul député français sur 577 qui a voté ce budget. Voilà, on nous expliquait que c'était urgent, qu'il y avait un moment parlementaire très important, qu'il fallait que les députés s'écoutent, s'entendent. Ils ont présenté tous leurs amendements, ils les ont votés. Ces amendements ont été votés. Et au moment de voter l'ensemble du budget, un député l'a voté. 1 sur 577. Je veux comprendre, et on essaiera tous de comprendre à 12h50. Tout à l'heure, ce sera la deuxième partie de Brunet sans filtre. L'actualité à l'étranger, Volodymyr Zelensky qui salue aujourd'hui des avancées sur le plan de paix américain. Tout le week-end, il y a eu des discussions à Genève. Ce plan de paix, d'abord très favorable aux Russes, a été modifié. Mais pour une paix réelle, il faudra faire plus, avertit le président ukrainien. Dans le cadre des mesures que nous avons coordonnées avec les États-Unis, nous avons réussi à maintenir des points extrêmement sensibles sur la table, notamment la libération complète de tous les prisonniers de guerre ukrainiens et le retour complet des enfants ukrainiens enlevés par la Russie. Ce sont là des étapes importantes, mais pour parvenir à une paix véritable, il faut aller plus loin. Mais alors, que s'est-il passé à Genève ce week-end pour que les Américains changent fondamentalement leur position? Xavier de Giacomoni, vous avez suivi les discussions pour nous, pour LCI en Suisse, avec Éric Josset. Visiblement, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a œuvré pour que les choses se rééquilibrent pendant le week-end. Oui, la scène était assez surréaliste hier soir à la mission diplomatique des États-Unis ici à Genève. Après avoir fait 9 heures de vol, il mettra autant de temps pour rentrer aux États-Unis d'ailleurs, le secrétaire d'État Marco Rubio s'est déclaré très très optimiste devant les journalistes pour arriver un jour à une paix juste et durable qui puisse sauvegarder la souveraineté de l'Ukraine. Vraiment des propos assez étonnants dans la bouche de Marco Rubio. À ses côtés, la délégation ukrainienne était bien obligée d'adopter le même ton pour surtout ne pas fâcher Donald Trump. On a bien compris que pour les Ukrainiens, il fallait absolument garder le contact avec la Maison-Blanche. Alors, est-ce qu'on a parlé territoire de l'Ukraine? Est-ce qu'on a parlé garantie de sécurité? Un peu tôt pour le savoir, mais en revanche, ce qu'on a pu comprendre, c'est que la deadline de Thanksgiving, jeudi prochain à Washington, qu'avait donné Donald Trump, a certainement volé en éclats. Il y a maintenant un peu de temps pour approfondir ce texte qui est certainement venu en droite ligne du Kremlin. Merci Xavier, on y revient à 12h20 avec nos invités pour tenter de comprendre ce que vaut ce plan de paix. Et apparemment, il y aurait peut-être en préparation une rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. En attendant, nous partons en Martinique après le scandale des airbags Takata. Des conducteurs roulent encore avec ce matériel, ces véhicules problématiques. Et donc, il va falloir faire quelque chose. Oui, une unité d'ailleurs mobile vient d'être tout juste déployée aux Antilles. Objectif, accélérer
les remplacements de ces airbags Takata, airbags qui prennent en temps normal, remplacements qui prennent en temps normal plusieurs mois. Et là, on va essayer de compresser les délais. Reportage Capucine Diaz. Voilà, c'est fait. En quelques minutes, ce technicien remplace un airbag Takata directement au domicile de son client. Il fait partie de l'unité mobile mise en place par le principal concessionnaire de Martinique. Alors, la création de cette unité mobile avait pour but d'aller au plus près des clients qui ne pouvaient pas se déplacer ou qui avaient peur de se déplacer avec le véhicule et l'airbag dangereux à bord. En France, ce sont 1,8 million de propriétaires de véhicules de 30 marques différentes qui attendent toujours de voir leurs airbags remplacés. Mais alors, pourquoi de tels délais ? Il y a d'une part le problème des pièces manquantes, parce qu'il fallait pouvoir avoir d'autres airbags à installer dans les voitures à la place des modèles Takata défectueux. Et l'autre problème, c'est la place dans les ateliers. Depuis plusieurs semaines, 4 constructeurs sont dans le viseur de la justice. Des juges français enquêtent notamment sur Toyota, Volkswagen, BMW et Stellantis. Il leur est reproché d'avoir tardé à communiquer et à changer ces airbags dangereux. Voilà, mesdames, messieurs, on marque une petite pause, mais tout de suite, il faut que je vous dise, éloignez les chastes oreilles, car dans un instant, c'est mon édito avec cette question, la paix en 3 jours. Après 1434 jours de guerre en Ukraine, vous y croyez, vous ? La paix de Trump, la paix en 3 jours ? Si c'était le cas, ça serait une sacrée gifle pour nous, les Européens. À tout de suite. Bon lundi les amis dans Brunet sans filtre, bonjour Magali, rebonjour. Oui. Bonjour Nivine Potros qui est avec nous, comme tous les jours, Grégory Phillips, rédacteur en chef international à LCI. Bonjour. Et le général Patrick Dutartre, merci d'être avec nous, général de l'armée de l'air, ancien pilote de chasse, merci d'être avec nous. Nous allons parler de ce qui s'est passé ce week-end à Genève, c'est absolument saisissant mesdames, messieurs. 3 jours, il aura donc fallu 3 jours pour relancer l'idée d'un accord de paix Ukraine-Russie que l'Europe n'a jamais réussi à esquisser en 1343 jours de guerre, mesdames, messieurs. 3 jours. Ce Donald Trump moqué, caricaturé, méprisé par les élites européennes, occidentales, est en train d'apparaître comme celui qui pourrait arrêter ce massacre entre l'Ukraine et la Russie. C'est un peu dérangeant d'ailleurs au passage pour nous les Européens. Car cette paix américaine sur notre sol national, sur notre sol historique, est le miroir finalement de notre impuissance. C'est comme ça. En 1343 jours de guerre, nous n'avons pas su montrer un quelconque chemin vers la paix, nous les Européens. Nous n'avons pas su créer le cadre nécessaire à installer la paix. Nous n'avons pas montré de direction à rien. Et voici qu'un dirigeant baroque, peroxydé, fait mieux en 3 jours que 27 capitales, mesdames, messieurs, en 3 ans. Au fond, qu'importe la solidité de ce plan de paix, c'est le symbole, aujourd'hui et là ce matin, c'est le symbole qui frappe et ce symbole, c'est cette grande claque infligée à l'Europe. Vous savez, cette Europe à propos de laquelle on disait, oh là là, elle a été utile pendant le Covid, elle nous a permis d'acquérir des masques, bah oui. Comme si elle avait atteint, là, avec ses masques, son seuil de compétence, le sommet de son savoir-faire. Vous savez ce qu'on appelle en management le principe de Peter. On s'élève chaque année dans l'entreprise, on gagne en compétences et à un moment donné, il y a un plafond de verre au-delà duquel on ne peut pas gagner davantage de compétences. On a un peu le sentiment, là, qu'après les masques, où elle a bien marché, l'Europe, elle, a atteint aussi son plafond de verre. Résultat, mesdames, messieurs, eh bien, sans nous en rendre compte, nous sommes en train d'habituer nos jeunes Européens, Espagnols, Italiens, Allemands, Français, nous sommes en train de les habituer à voir les autres écrire l'histoire à notre place. Bon ben voilà, super, c'est un lundi. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez le moral, parce que là, effectivement, on est européens et là, on a le moral dans les chaussettes. Bah oui. Vous nous direz si vous êtes d'accord avec Eric. D'abord, nous, on s'est réveillé un peu avec la tête un peu confuse ce matin. On s'était quitté vendredi avec un plan de paix américain très favorable aux Russes. Et tout d'un coup, ce matin, on se réveille et on dit « Ah non, en fait, il y a des avancées plutôt que du côté ukrainien ». Tout s'est joué visiblement à Genève. Voilà ce qu'il en est ressorti après ce week-end de discussion. Écoutez le représentant de la diplomatie américaine, Marco Rubio.
Je pense donc que ce qu'il faut retenir, c'est que cette réunion est très, très significative. Je dirais même probablement la meilleure réunion et la meilleure journée que nous ayons eue jusqu'à présent dans tout ce processus depuis notre entrée en fonction en janvier. Je pense que nous reconnaissons tous qu'une partie de la fin définitive de cette guerre nécessitera que l'Ukraine se sente en sécurité et qu'elle ne soit jamais envahie ou attaquée à nouveau. C'est donc clairement un point qui doit être discuté. Je pense que nous avons fait des progrès substantiels à ce sujet et sur d'autres points. Voilà. Il s'est passé quoi entre les deux ? Il s'est passé quoi entre ce discours où on sent que Marco Rubio s'est démené pour obtenir des choses en faveur des Ukrainiens et la position extrêmement ferme pro-russe, donc avant samedi Nivin. Vous avez étudié, vous, la question. C'est quoi les coulisses de ce changement de ton ? Alors, disons qu'il y a deux manières, finalement, d'expliquer ce revirement. Première explication, on va pas se mentir, ce n'est pas la plus crédible possible. Les Européens, finalement, ont réussi à convaincre à Genève la délégation américaine composée de Marco Rubio, Steve Witkoff et de Jared Kushner, le gendre du président. Les trois hommes semblent avoir entendu et compris les arguments des Ukrainiens et de leurs alliés. Ils auraient donc finalement reconnu que le plan de paix initial en 28 points était peut-être un peu maladroit. Alors je vous le rappelle, ce plan de paix initial, que comprenait-il ? Eh bien, d'abord que le Donbass soit reconnu de facto comme russe, y compris par les Américains, que les Ukrainiens renoncent totalement à intégrer l'OTAN, qu'ils s'engagent à réduire la taille de leur armée à 600 000 hommes au maximum, ou encore une levée progressive des sanctions contre la Russie, et ce, sans aucune garantie de sécurité pour l'Ukraine. Finalement, un plan de paix aux allures de capitulation. Les Américains, finalement, ils auraient entendu les arguments des Ukrainiens et auraient mis de l'eau dans leur vin. Marco Rubio lui-même a affirmé que la première mouture du texte n'était qu'un document de travail en cours d'élaboration et que des ajustements auraient lieu avec les Ukrainiens, d'où finalement cette déclaration et ce revirement. Oui. Donc d'accord, ça c'est la première explication. Vous n'avez pas vu la tête d'Éric, il ne vous croit pas du tout, parce que ça c'est plutôt flatteur. Effectivement. Envers les Européens, c'est pas forcément le cas. Non, c'est n'importe quoi. Bon. C'est même dommage que vous ayez perdu du temps non mais c'est vrai, à explorer ce scénario. Depuis quand les Américains écoutent les Européens en disant mon Dieu... Non, c'est totalement impossible et improbable. J'avais décidé de voir le verre à moitié plein ce matin. Vous avez raison, Éric. On coupera au montage. C'est pas forcément crédible. La piste la plus crédible, c'est celle du revirement, parce que il y a eu des révélations fracassantes dans la presse américaine ces derniers jours. Plusieurs médias américains affirment que le plan de paix américain, dont je viens de vous dévoiler quelques pistes, ne serait en réalité qu'une vulgaire traduction d'un document russe dicté par Kirill Dmitriev, le négociateur du Kremlin, qui se serait même rendu le mois dernier à Miami pour négocier en personne avec le gendre de Trump, qui était donc présent à Genève, mais également Steve Witkoff, une information que certains élus républicains tiendraient de la bouche même de Marco Rubio. Écoutez l'un d'entre eux. Le secrétaire Rubio nous a effectivement téléphoné cet après-midi et nous a clairement fait savoir que nous étions des destinataires d'une proposition qui avait été remise à un de nos représentants. Il ne s'agit pas d'une recommandation de notre part, ni d'un plan de paix élaboré par nous-mêmes. C'est une proposition qu'on a reçue comme intermédiaire. Nous avons trouvé un arrangement pour la partager et nous ne l'avons pas divulguée. Forcément, ces révélations, elles font un peu tâche. Les Américains à la solde du Kremlin. C'est probablement pour cela que les États-Unis ont décidé de se racheter une image ce week-end en donnant l'impression de céder un petit peu aux Ukrainiens, d'être en tout cas à l'écoute. C'est ce qui semble le plus crédible pour expliquer ce revirement. Bon. Grégory Phillips, regardez ce qui est écrit en bas de notre écran. Donald Trump, 3 jours pour arracher la paix. Et si c'était vrai ? Et si c'était vrai, d'abord, ce serait un terrible camouflet pour nous, les Européens. Et par ailleurs, ça démontrerait un relatif pragmatisme de Trump, une fois encore, malgré les atermoiements qu'a décrit Nivin. Bon, très bien. On a compris, on a soulevé le capot, on a vu qu'il
il y a plein de raisons qui auraient pu conduire les Américains à ce résultat. Mais enfin, si ça marchait. Ouais, vous avez compris pourquoi 3 jours. Jeudi, c'est Thanksgiving aux États-Unis, la fête où on rend grâce. Et Trump a fixé cet ultimatum en disant je veux que ce soit réglé avant jeudi, avant cette fête extrêmement familiale dans le pays. Et puis d'ailleurs, il est un peu revenu là-dessus sur cette deadline en disant bon, c'est pas très grave. C'est Marco Rubio qui a dit. On aimerait idéalement, mais ça va être compliqué quand même de régler cette guerre qui dure depuis bientôt 4 ans en 3 jours. Non, il y a une initiative américaine, ou russo-américaine, pour reprendre ce que disaient les élus républicains au Congrès. Où ce plan a-t-il été rédigé au Kremlin, à Washington, on ne sait pas très bien. En tout cas, il y a certains éléments de langage qui sont visiblement très russes ou pro-russes. Mais en tout cas, c'est une base de travail, et ça, faut le reconnaître. Moi, vous dites souvent, vous arrêtez pas de taper sur Trump et tout ça. Non, il faut reconnaître, il y a une base de travail, comme il l'avait fait pour Gaza, un plan en une vingtaine de points, ce qui a permis d'avancer les choses. Alors avec une paix très fragile à Gaza, mais en tout cas, il y a une base de travail. À partir de maintenant, et là, je donne un point à Nivine, pardonnez-moi, les Européens tente de mettre un pied dans la porte, essaye de corriger un peu ce projet. La presse suisse nous dit que le Finlandais Alexander Stubb, qui est le grand copain de Trump, et Giorgia Meloni, l'Italienne, qui est également à l'oreille du président américain, sont en route pour Washington ou vont partir pour Washington. Donc les Européens ont quand même un rôle. On a un plan, 28 points, très imparfait, très pro-russe. Maintenant, partons de là pour travailler. Il n'y a pas une pression aussi extrêmement sévère des Ukrainiens à Genève? Vous aviez une anecdote. Alors, vous avez sans doute vu passer cette image. On aurait adoré, franchement, moi j'aurais adoré être hier à la mission des États-Unis à Genève pour voir comment se passe une négociation de ce type. Et l'un des négociateurs, c'est Umerov, qui est le secrétaire national du Conseil de sécurité ukrainien. Il a publié cette image. Regardez, ça c'est le bloc-notes, j'imagine, sur lequel vous notez point 1, voilà ce qu'on peut faire, point 2, etc. Et à la fin de la réunion, le stylo a été brisé. Tant on imagine que les négociateurs ukrainiens étaient nerveux, parce que c'est quand même l'avenir de leur pays qui se joue. Voilà où on en est. Maintenant, honnêtement, l'ultimatum de jeudi, je crois que personne n'y croit, on va pas régler cette crise en 3 jours désormais, mais qui est un volontarisme de Trump pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Ça, on peut aussi en débattre, mais en tout cas, voilà, il y a un volontarisme, il y a un plan, et à partir de là, on travaille. Ce qui est fou, c'est que comment on est parvenu, mon général, à un accord qui faisait la part belle il y a encore 2 jours aux Russes, à un accord qui est validé par les Ukrainiens sans être dénoncé par les Russes. Les 2 positions sont tellement irréconciliables que j'ai peine à croire que en ce lundi midi, voilà, il puisse y avoir un accord en 28 points qui globalement satisfasse plutôt les Russes et dans le même temps globalement satisfasse plutôt les Ukrainiens. Ça me paraît dingue. Ah oui, mais malheureusement, moi j'aimerais y croire, mais on n'en est pas là. On n'en est pas là. Pourquoi ? Parce que les Russes ont même fait une annonce tout à l'heure en disant vous avez fait des amendements à ce plan, mais nous on n'a pas vu ces amendements. Donc ils ne peuvent pas approuver quelque chose qu'ils n'ont pas encore vu. Donc là, la balle est à nouveau aux États-Unis pour voir en fait ce qui va être présenté à Donald Trump et qu'est-ce qui va être proposé effectivement aux Russes. Si on voit les choses du bon côté, les Américains se démènent pour faire avancer le sujet. Ça, c'est vraiment le truc positif, parce que, à mon sens, qu'on le veuille ou non, et vous le regrettez dans votre éditorial, et je comprends parfaitement, mais il y a qu'eux qui peuvent le faire aujourd'hui. Il y a que pour une simple raison, l'Europe a beaucoup de qualités quand même, mais il y a une chose qu'elle n'a pas encore faite, c'est l'Europe, quel numéro ? Ça, c'est clair. Nous n'avons pas de président, nous n'avons pas une fédération des États d'Europe contre laquelle je ne serais pas contre. Si un jour on veut exister dans cette organisation mondiale. Mais aujourd'hui, on n'a pas ça. Donc, on n'est pas capable, effectivement, de décrocher notre téléphone ou de proposer quelque chose au nom d'un président européen. Donc, Trump, c'est le seul, aujourd'hui, qui peut faire avancer les débats. Il a le mérite, quand même, de proposer ces 28 points. Il nous a surpris sur Gaza. Il a quand même réussi, et c'est lui, on peut le reconnaître, qui a fait libérer finalement les derniers otages, qui a permis ces échanges. Alors bien sûr, on n'est qu'au tout début du processus qu'il a envisagé, mais toujours est-il que ça a avancé. Donc lui, il peut faire avancer les choses. Alors, la difficulté pour Zelensky et pour les Ukrainiens, c'est d'avaler la couleuvre sans braquer Trump. Donc ils ont proposé des amendements qui, ceux-là, seront probablement inacceptable pour les Russes, donc il faut que ce soit plutôt les Russes qui refusent. Mais essayons d'avancer. Je crois que la démarche est positive.
Je prie le ciel qu'elle aboutisse, mais je suis pas sûr que ça aboutisse dans 3 jours. On peut être d'autant plus sceptique qu'on attendait la réaction des Russes après ce qui s'est passé à Genève. Ça va pas vraiment vers la signature d'une paix. Écoutez, Dmitri Peskov ce matin, le porte-parole du Kremlin. Nous n'avons encore reçu aucune information. Bien sûr, nous suivons de très près les informations relayées par les médias ces derniers jours, notamment celles provenant de Genève. Mais nous n'avons encore rien reçu officiellement. On n'a encore rien reçu officiellement. On sait ce que ça veut dire dans la bouche du Kremlin. En gros, il va rien se passer. Du côté de Kiev, alors, qu'est-ce qu'on en pense ? On rejoint notre journaliste sur place, Elisabeth Pierson. Bonjour Elisabeth. Quelqu'un croit en cette paix en 3 jours en Ukraine ? Bonjour. Ici, depuis la divulgation jeudi de ce plan de paix russo-américain, les Ukrainiens se disent de manière globale très sceptiques par rapport aux résultats. On relativise la portée de ces négociations à Genève, auxquelles il a fallu se rendre de toute façon face à la forte pression américaine. Mais on rappelle que les exigences russes exprimées dans ce document sont semblables peu ou prou à celles que tient la Russie depuis 4 ans déjà. Le refus que l'Ukraine participe à l'OTAN, rejoigne l'OTAN, la reconnaissance de l'annexion de territoires que la Russie ne contrôle pas militairement. Alors même si Américains et Ukrainiens affirment ce matin que tout accord devra pleinement respecter la souveraineté de l'Ukraine, ce texte devra de toute façon passer par la validation du Kremlin. Alors ce matin, le président de la Commission des Affaires étrangères de la Rada ukrainienne me confiait être très sceptique par rapport aux résultats de ces négociations. Le sentiment, c'est que ce sera beaucoup d'agitation diplomatique pour de très maigres résultats vers la paix. Merci Elisabeth Pierson. Quoi qu'il en soit, Grégory Phillips, déjà, cette base de négociation, on l'avait compris il y a un moment, mais passe par une amputation du territoire ukrainien, c'est-à-dire tout fantasme, tout projet de récupérer l'entièreté d'un territoire sur lequel les Ukrainiens sont censés être souverains quand même. Bon, ça c'est oublié, c'est aux oubliettes, ça a terminé. Et Trump qui avance avec une certaine rancœur à l'endroit des Européens. Encore cette nuit, regardez ce qu'il a posté sur son réseau social. Le président américain, regardez, j'ai hérité d'une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. L'Ukraine n'a exprimé aucune gratitude pour nos efforts et l'Europe continue d'acheter du pétrole à la Russie. Il est encore une fois extrêmement cinglant, extrêmement dur envers les Ukrainiens et envers les Européens. Et généralement, il ajoute, c'est la guerre de Biden, j'y suis pour rien, etc. Et je rejoins ce que disait le général sur les efforts de Trump, encore une fois, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais il arrive à faire des choses que l'administration Biden était incapable de faire. Donc ça, c'est un point pour Trump. Sur le point que vous évoquiez, à savoir les territoires, je crois avoir compris, encore une fois, on n'était pas dans la salle de négociation, donc tout ça, c'est un peu vraiment des informations qu'on obtient par les coulisses, mais qu'il y a 2 points que Zelensky veut aborder avec Trump. Et sans doute ira-t-il à Washington dans les prochains jours. 1, les garanties de sécurité. Quand vous êtes fait envahir par la Russie, vous avez besoin qu'on vous dise ça ne se reproduira pas. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point sur les territoires, ce qui semble être vraiment une ligne rouge pour Zelensky aujourd'hui, c'est d'abandonner, vous savez, les 30% du Donbass qui n'ont pas encore été conquis par les armes, par les Russes. Allez expliquer à vos soldats qui se battent depuis 4 ans, certains depuis 2014. Vous voyez la ligne que vous avez défendue là, où vous avez perdu des milliers de camarades. Eh ben, en fait, le bout de territoire qui est derrière, on le donne aux Russes sans aucun coup de feu. On leur donne ça. Brandon Warrett, l'autre jour, nous disait que c'était l'équivalent de la superficie du Luxembourg, qu'on donnerait gratuitement sur un plateau aux Russes. Et ça, a priori, c'est l'une des 2 causes que Zelensky veut défendre en tête-à-tête avec Trump en disant ça, c'est pas possible, c'est pas acceptable. Trump. Dans le plan initial, c'est l'un des principaux points. Non seulement ces 30% de territoire dans le Donbass seraient cédés aux Russes, mais la communauté internationale, à commencer par les États-Unis, reconnaîtrait officiellement que l'intégralité du Donbass appartient donc aux Russes. Ce qui voudrait dire que comme pour la Crimée, la communauté internationale accepterait de céder une partie du territoire ukrainien aux Russes. Bien. Merci Nivine, merci les amis. Restez avec nous car dans un instant, un autre coup de gueule. Cette fois-ci, les parlementaires. C'est bien la semaine. On commence un lundi un peu chafouin. Voilà. Là, c'est un coup pour les parlementaires français. On nous a expliqué
et on revient vers la pureté du parlementarisme, car comme il n'y a plus de 49.3 désormais, eh bien, ce sont ces parlementaires qui vont co-construire ensemble le budget de la nation. Faites confiance à la démocratie, faites confiance à l'esprit de coalition. Voilà, alors, on a commenté ici sur LCI telle nouvelle mesure, votez d'ailleurs telle autre mesure, que ce soit des recettes, des impôts, que ce soit des économies. Tout ça a été passionnant. Finalement, ils ont voté juste avant le week-end, les parlementaires. Un député sur 777 a voté le budget. Les autres se sont abstenus ou dans leur immense majorité l'ont rejeté. C'est scandaleux, mesdames, messieurs. Il sera avec nous. Il sera avec nous, ce député. Il sera avec nous, ce député. Il est avec nous, le seul député français qui a voté ce budget sera avec nous. Il est notre invité. On le retrouve dans une poignée de secondes. À tout de suite. À tout de suite. Ça s'appelle Brunet sans filtre, mais tout le monde est sans filtre. Magali Lunel est sans filtre. Bonjour Magali Lunel. Isabelle Saporta est sans filtre. Renaud Pilat est sans filtre. Bonjour à tous. Et le publicitaire que je croise souvent dans la rue, Jacques Séguéla, me dit toujours: dites à vos invités, bonjour, vous aussi soyez sans filtre. Quand on est par Skype, quand on a un invité ici, il faut leur demander d'être sans filtre. En général, ils le sont. Oui, en général, ils le sont. Et on aura le droit de couper s'ils sont langue de bois? Bon, on coupe, bien sûr, on coupe. Bon, moi, je vais être sans filtre, là. Je suis extrêmement agacé. Franchement, hein. On a des parlementaires à propos desquels on a dit on renonce au 49.3, par conséquent, c'est le renouveau du fait démocratique en France. Vous allez voir la coproduction, ça c'est un mot dans la novlangue de centre-gauche, la coproduction, j'adore. La coproduction de la loi, on va tous coproduire, on va tous se coaliser pour être intelligents et fabriquer enfin à la France le budget auquel elle a le droit, parce que si finalement il n'y a pas de budget, on a compris, ce sera un cataclysme financier pour la République française. Donc on s'est tous mis en ordre de bataille, y compris nous les journalistes, et on a commenté multipliant des trésors d'ingénierie intellectuelle, d'intelligence, les nouveaux impôts qu'on nous amenait, les nouvelles propositions d'économie. Mais sérieusement, Magali, on a fait venir autour de cette table les gens les plus experts, nous, sur LCI, pour discuter tout ça. Enfin du compromis, les Français avaient compris. Oui, enfin, on va parler de... Et vous, Renaud Pilat, vous, exaltez le retour du fait démocratique. L'acte 1 du parlementarisme. L'acte 1 du parlementarisme, vous l'avez dit pendant des semaines ici. Résultat des courses, mesdames, messieurs. Je demande votre attention. Résultat des courses. Quand il a fallu voter ce budget, c'était juste avant le week-end, que s'est-il passé ? Un député, il est avec nous, un député sur 577, un député l'a voté. Il est là. Il est là, un député sur 577. Mais c'est pas mal déjà. Je ne veux pas me mettre en colère. Ma femme me dit arrête, c'est ridicule, tu fais des moulinets avec les bras, c'est vrai, c'est pas bien, mais c'est hallucinant. Parce qu'on s'est fait, même nous, professionnellement, Magali, on s'est fait avoir. On y a cru au nouveau budget. Non, on n'y a pas trop cru. Pas vous. Vous n'y avez pas cru, vous? Non, on n'y a pas trop cru, non. Non, mais moi, je trouve que c'est quand même formidable, cette façon de faire ardoise magique, hein. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'ils ont fait, c'était pour du beurre, comme disent les enfants, hein. C'était pour de rire. Les heures de débat, oui, 125. Les milliers d'amendements, tout ça c'est à la poubelle. Oui, tout était à la poubelle, c'était pour de rire. Ouais. C'est juste, voilà votre acte 1 du parlementarisme. Vous allez répondre, Renaud, mais il y en a un qui ne pas plus du tout, c'est le Premier ministre. Ouais. Parce que le vote a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi. Jusqu'ici, on n'avait pas entendu Sébastien Lecornu. Il s'est exprimé officiellement sur le perron de Matignon. Effectivement, ça ne lui plaît pas du tout. Il fustige les oppositions. Écoutez. On va y arriver, ai-je dit dans cette même cour de Matignon il y a de cela quelques semaines. La réponse est toujours oui, nous pouvons y arriver à la condition d'y travailler, de sortir aussi de cette situation de blocage politique que certains veulent installer comme étant au fond une toile de fond à la prochaine élection présidentielle. Et au fond, on doit défendre le Parlement. L'Assemblée nationale n'est pas un théâtre. Le budget n'est pas un décor de fond de scène et la France n'est pas à tremplin. Et donc chacun doit évidemment désormais, avec responsabilité, sens de l'intérêt général, regarder le budget pour 2026 avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'engagement. En tout cas, c'est ce que le gouvernement va faire. Bon, il dit on va y arriver. Donc d'abord, cet optimisme béat, on n'y croit plus, mais c'est un autre sujet. Par ailleurs, il laisse entendre que c'est à cause
des extrêmes, la France insoumise, et dans une moindre mesure, dit-il, le Rassemblement national, très bien. Mais enfin, bon sang, s'il y a qu'un député sur 577 qui l'a voté ce budget, je rappelle qu'il est avec nous, ce député, ça veut dire que les députés Horizon, les députés macronistes n'ont pas voté non plus ce budget. Personne ne l'a voté. C'est-à-dire qu'ils ont monopolisé le travail parlementaire pendant des semaines et des semaines pour à la fin faire des normal, Éric Brunet. Non, mais attendez, c'est pas normal. C'est pas normal. Laissez Isabelle terminer et vous aurez le micro. Et non, mais imaginez, Renaud, que dans une entreprise où on ferait tous collectivement semblant de travailler pendant des semaines, comme ça, faire semblant de créer des prototypes dont on savait pertinemment qu'en fait, ils iraient directement à la poubelle. Ça n'existe pas. Dans le privé, personne ne pourrait se permettre de faire ça. Et donc là, tous, autant qu'ils étaient, ils savaient très bien qu'ils jouaient pour du beurre. Et donc, en fait, c'était à qui aurait l'idée la plus con, pardonnez-moi d'être grossière, la plus baroque, la plus forte, vis-à-vis, en fait, de ses électeurs, parce qu'en fait, ils savaient bien qu'ils ne risquaient rien, qu'ils ne le voteraient pas. Et moi, je trouve que c'est lamentable. Parce que vous aviez raison, Renaud, c'était l'acte 1 du parlementarisme. Et là, on devait voir ce qu'on allait voir, c'est-à-dire des gens responsables. Mais il le savait très bien, le Premier ministre, c'est pour ça qu'il est un peu faucheton, là, sur ce coup-là. Parce que quand il est allé voir les patrons la semaine dernière en leur disant, vous savez, là, ils sont en train de discuter de vote, tout ça va partir à la poubelle, ne regardez pas. Enfin, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait, en fait? Donc, on les regarde faire semblant. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que les Français ne les regardent plus, hein. Moi, je pense qu'on a 577 morts aujourd'hui. Ce sont chacun des députés s'est suicidé devant nous et je ne vois pas comment un seul va sauver sa peau. Peut-être le député courageux Lyotte que nous avons en ligne. Et sinon, les autres, franchement, ils se sont montrés tels qu'ils sont. Lamentable. Alors, sur le mot lamentable, on peut se mettre d'accord. Un mot sur la communication. Il joue plutôt bien, le moine soldat. Il s'est présenté comme un moine soldat, Sébastien Lecornu. Et donc, il fait un point d'étape en matinée. Surprise d'ailleurs. Il est comme ça. Il prend même ses conseillers par surprise, Sébastien Lecornu. Oui, mais enfin, pourquoi? Il sent un truc. Quel est l'objectif? Il y a plus qui regarde à 11h. Prendre les Français. Non, mais ça sera. Il prend les Français à témoin de quoi? Ça sera. Il prend les Français à témoin que si jamais au mois de décembre il n'y a pas de budget, il aura tout fait. Il aura mouillé la chemise. On peut pas se dire qu'il mouille pas la chemise. À mi-étape, qu'est-ce qu'il dit? Il va inviter tous les partis politiques. Il va essayer nouveau inviter tous les syndicats et tous les représentants des patronats pour mettre la pression sur effectivement la classe politique qui n'est pas responsable. Et à partir du moment où il dit que le budget est insincère, trop de dépenses, on remonte à 5% de la dette, les pays européens nous regardent. Deuxièmement, s'il y a une loi spéciale, c'est-à-dire en gros on fait pas grand-chose à partir de janvier. La défense, les milliards d'euros en plus pour la défense. Vous croyez qu'au moment où on va remettre le service militaire, on n'a pas besoin d'argent pour la défense, sur la sécurité, les narcotrafiquants, on n'a pas besoin d'argent sur la sécurité. Donc il prend les Français à témoin en disant j'aurais tout fait. Et s'il n'y a pas de budget, ce n'est pas de ma faute. Ouais, ça veut dire que ici même. Non, moi je suis très en colère parce que ça veut dire qu'ici même. Les députés. Harold Lubart est avec nous, on va le saluer. Député Lyotte d'Eure-et-Loir, seul député à avoir voté la partie recette du budget, avoir voté le budget seul sur 577. C'est courageux, hein. Ça veut dire oui, c'est courageux. C'est très courageux. Ça veut dire quel est Harold Lubart, monsieur le député du département de l'Eure-et-Loir, quel est votre sentiment, vous, sur le plan personnel? Vous êtes un peu sonné, vous avez un peu la gueule de bois d'avoir été finalement le seul parlementaire de toute l'Assemblée nationale à avoir voté ce budget? Alors, les moments de solitude, ça arrive dans la vie publique. Ce qui est un peu regrettable, c'est de voir qu'au fil de la semaine, les uns après les autres, la totalité des groupes qui plaidaient pour le compromis se sont finalement retournés pour dire que le compte n'y était pas et puis unanimement voter contre. Ce qui est vraiment, comme vous l'avez dit, très difficile à comprendre et très difficile à défendre. Après, je pense que beaucoup de collègues veulent un budget pour la France, sont prêts même, s'il le faut, à l'assumer, mais on a un problème du côté des partis politiques et du côté des groupes, puisque à chaque fois, effectivement, quand il s'agit d'assumer, y compris des mesures impopulaires, quand il s'agit de voter, c'est extrêmement compliqué et tout le monde trouve des excuses pour se dérober. Donc, on est tous collectivement perdants et aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y a plus que de mauvaises solutions sur la table. La loi spéciale dont vous avez parlé, dont Bruno Retailleau trouvait qu'elle était très bien, mais en fait, c'est encore plus de dépenses et encore plus de déficits que tout ce dont nous parlons aujourd'hui, et y compris d'ailleurs zéro investissement pour nos armées, pour nos gendarmes et ainsi de suite. Et puis, les ordonnances qui traînent un peu dans les journaux, mais qui c'est un scandale démocratique absolu que tout élu républicain
doit absolument combattre. Et puis alors l'idée que sans doute les délais vont être percutés et que cette pantomime qui est la discussion du budget va durer encore en janvier et en février au-delà des délais constitutionnels. Et là on retrouve en fait un problème de méthode. C'est que négocier au fil de l'eau sans accord global n'a absolument aucun sens. Mais vous comprenez, Harold Lumeur, vous comprenez que ceci peut conduire un certain nombre de Français à s'interroger sur le rôle des députés, de leurs députés, du Parlement, l'incapacité à construire ensemble, à fabriquer, à coproduire la loi. C'est quand même la graine de l'antiparlementarisme là qui a été plantée, parce qu'encore une fois, beaucoup de Français ont suivi avec passion et enthousiasme les débats parlementaires. Il y avait des Français de gauche qui disaient c'est très bien, ces nouvelles recettes fiscales, ça va faire du bien, faut faire payer les riches. Il y avait des Français de droite qui disaient non, c'est vraiment la coupe est pleine. Bref, il y a eu un vrai débat dans l'opinion. Mais chez vous, on découvre que c'était une blague, c'était des fadaises, et que l'idéologie, la discipline des partis a repris le pas sur la coproduction de la loi. La présidentielle, voilà. C'est à cause de la présidentielle. Voilà, je suis socialiste, je ne peux pas voter ce budget. Finalement, tout ça, c'était du flan, c'était des débats pour rien, c'était de la frime, c'était du théâtre. C'est très décevant quand même, non ? Alors, ça, c'est ce que j'entends. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai estimé qu'il fallait que j'utilise ma liberté de vote en tant que député indépendant pour voter pour et voter selon mes convictions. Mais à la fin, moi, je suis sûr qu'il y a une majorité de députés qui veut un budget pour la France, mais il faut reprendre le pouvoir par rapport à des lignes politiques qui sont partisanes, qui sont politiciennes et qui nous entraînent vers le fond. Donc, si on veut... il faut absolument changer de méthode. Le Premier ministre ne peut pas, comme un médecin qui abandonne son malade, dire qu'on a tout essayé. La méthode qui consiste à négocier au fil de l'eau, article par article, elle n'a strictement aucun sens d'aboutir à un budget cohérent. C'est autant de chances d'aboutir à un budget cohérent que de lancer une centaine de briques dans l'atmosphère et de les voir retomber en ligne droite pour former un mur tout droit. Donc, il faut un accord global, et donc il faut chercher une forme de majorité, et donc il faut pour cela avoir un pacte préalable à la discussion du budget. Sinon, l'hémicycle n'est plus qu'une machine à s'auto-concasser les uns les autres. Alors après, on est très... Pardon, je vous écoute. Là, c'est moins une critique de vos collègues au Parlement qu'une critique du Premier ministre, là. Donc il y a un problème de méthode Lecornu, Isabelle ? Écoutez, moi, je vais vous dire là-dessus, je ne suivrai pas ce député courageux parce que je trouve qu'il y a surtout un problème des députés à l'Assemblée. Et là, ce que nous dit monsieur le député, malgré tout, c'est que ce sont des démagogues. Et que, comme tous les démagogues, ils ne veulent pas se fâcher, effectivement, avec leur clientèle. Et comme ils ne veulent pas se fâcher avec leur clientèle, ils font des moulinets avec les bras. Vous disiez que votre femme disait d'arrêter les moulinets. Eux, ils n'arrêtent pas les moulinets. Ils font des moulinets parce qu'ils savent qu'ils n'en paieront pas les conséquences. Ce que ça veut dire, c'est que ça fait, au fond, des années. Vous voyez, on avait épinglé Elisabeth Borne parce que quand elle était Premier ministre, elle avait tout fait passer au 49.3. Ça fait des années, en fait, qu'on fait passer les réformes courageuses, comme les budgets, à coup de 49.3. Parce qu'au fond, ça veut dire quoi, le 49.3 ? Ça veut dire que, les députés s'abstiennent courageusement et du coup, ils peuvent dire, ah oui, oh là là, on a été forcés par du 49.3, mais on n'en voulait pas et nous, on pensait pas pareil, mais on n'a quand même pas voté la motion de censure. Donc, c'est le bal des tartuffes, en fait. C'est des gens qui manquent de courage. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est qu'on a eu 576, puisque je ne mettrai pas monsieur dans le truc, 576 députés qui manquent de courage. Et là, ils réclament quoi, à corps et à cri ? Le retour du 49.3 pour pas avoir à voter le budget. Ou alors les ordonnances pour pouvoir dire « Oh là là, c'est un déni démocratique, c'est dégoûtant ». Mais sauf que ça les arrange bien. Ou alors la loi, effectivement, de finances, qui est en fait une reconduction en disant « Oh là là, c'est pas bien pour l'armée. Oh là là, c'est pas bien pour ça ». Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on a des gens qui manquent de courage et qui sont des démagogues à l'Assemblée. Et c'est lamentable parce que ça joue sur le populisme. Mais Isabelle, c'est très bien. Mais c'est très bien de montrer aux Français, ça. Est-ce que... De montrer qu'ils sont nuls. Bah oui. Non, mais c'est l'heure de vérité. Non, mais Renaud Pilat, alors on est d'accord. est-ce que vous ne pourriez pas esquisser un petit pardon à nos téléspectateurs, vous qui avez été exalté par le renouveau démocratique après la promesse de Lecornu de dire il y aura pas de 49.3. Non, mais on fait tous des projections. Hein. Vous y avez cru vraiment dans ce renouveau démocratique. Vous êtes, mais autour de cette table, vous êtes le premier cocu aujourd'hui.
Vous êtes le premier cocu dans cette affaire. Parce que vous avez défendu ici, avec âpreté, vigueur, la richesse des débats démocratiques à la française, ce renouveau. Hein oui. Oui. Non, Magali, je suis un peu triste pour vous, mais je suis sincère, c'est pas pour vous embêter. Je suis sincère parce que ça n'a pas marché, Renaud. Alors, effectivement, je ne suis pas cocu, je vois que la semaine commence bien, mais on se retrouve là avec l'heure de vérité. Et c'est très très bien de montrer ça aux Français. C'est pas le budget du gouvernement, c'est le budget du Parlement qu'on est en train de voter. On a changé d'air, c'est le budget du Parlement. Mais ils le votent même pas. Non mais attendez, me coupez pas. Si les députés, Isabelle, ne sont pas capables de se mettre d'accord sur un budget, la présidentielle va arriver. Dans 16 mois, on vote à la présidentielle. Ils peuvent quand même se mettre d'accord pour donner des crédits à l'armée, pour donner des crédits à la police et à la gendarmerie, pour donner des crédits à l'éducation. Ils peuvent se mettre d'accord quand même. Non. On est dans un pays mais civilisé. Non. Mais arrêtez d'y croire. Eric. La réponse est non, Renaud. Ils ne peuvent pas. Ils l'ont démontré. Ils ne peuvent pas. Même si je n'y crois pas, c'est intéressant de montrer que le roi est nu. Le roi est nu. Les rois sont nus. Et je demande à François Vuart, qui est avec nous. C'est pas des Harold, pardon. Et comme il est sans filtre, la présidentielle, qu'est-ce qu'a dit Sébastien Lecornu à 11h15 sur LCI? Une fois de plus, avec ces mots, la présidentielle rend fou. Vous croyez que Retailleau, Wauquiez, Attal, Mélenchon, Marine Le Pen, ils pensent à quoi? Ils pensent qu'à ça. Ils pensent qu'à la présidentielle. Donc, Sébastien Lecornu, il prend les Français à témoin en disant « Moi, je fais mon boulot, je mouille la chemise. » Et si les députés, parce qu'ils pensent à leur circonscription, et surtout parce qu'on a un régime d'élection présidentielle où personne ne pense à la France... Oui, mais alors d'accord, mais alors concrètement... Personne ne pense à la France. D'accord, mais les Français, ils pensent à demain. Harold Luvart, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement, de façon très concise, parce que personne ne comprend plus rien. Il n'y a plus de budget, là, c'est plus possible. Qu'est-ce qui va se passer? Bah oui. Non, mais là, si on rentre dans le détail... Ouais. Non, concrètement, très... C'est le Sénat qui va travailler. Pour rassurer peut-être les... C'est la présidentielle. C'est très compliqué de savoir ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de maintenant, le Sénat va produire un projet de budget qui sera sans doute résolument conservateur, et que du coup, en deuxième lecture, on aura le choix entre la version du Sénat et la version initiale du gouvernement, ce qui va créer des difficultés supplémentaires pour trouver un compromis. Moi, je pense qu'il y a un point quand même sur lequel il faut insister, c'est que il est très difficile, objectivement, il ne faut pas accabler le gouvernement, il est très difficile d'obtenir une majorité dans un contexte où vous avez 200 députés RN et LFI qui, au fil du texte, votent quasiment n'importe quoi, et qui de toute façon sont résolus à la fin à voter contre. Donc, ça oblige, il faut en tirer les conséquences, et du PS jusqu'au LR, trouver les moyens d'une discussion. Et ça se fait avec les députés eux-mêmes, parce que effectivement, on a l'impression que certains chefs de groupe ne sont pas très désireux d'aider le gouvernement et le Premier ministre dans sa tâche. Donc il faut en tirer les conséquences. C'est vieux comme le monde. Il n'y a pas de majorité. La belle affaire, c'est arrivé des dizaines de fois dans l'histoire de France. Il faut revenir à la base. C'est qu'au-dessus de nous-mêmes, il y a quelque chose qui s'appelle la France. Il y a quelque chose qui s'appelle l'État, et que cela doit nous commander de faire des compromis et d'accepter des choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord, mais qui doit permettre au pays d'avancer dans le temps qui nous est donné. Eh ben, bravo, monsieur le député, c'est magnifique ce qu'il vient de dire, en fait. C'est le seul. Voilà, il dit au-dessus de nous, il y a la France. Et écoutez, il y en a un qui s'en est souvenu. J'espère que ce sera le seul qui s'en sortira. Je vais vous dire, franchement, les autres, ils peuvent tous partir. Hein. Ouais. Bon, mais elle a raison d'être montée, Isabelle Saporta. Elle a raison d'être montée. Voilà. Moi, après des épisodes comme ça, j'ai envie d'être monarchiste. Mais pas monarchie parlementaire, hein. Les durs. Hein. Non, mais vous m'avez compris. Ouais. C'est à vous dégoûter. Franchement, du fait parlementaire. Bon, je vais pas aller plus loin parce que l'élection présidentielle. Tout le monde aura compris. Ça se passe très bien au Luxembourg, en Allemagne, en Espagne, au Portugal. Ils n'ont pas de présidentielle. Si les chefs de groupe n'étaient pas candidats à la présidentielle, franchement, on avancerait. Terrible, hein. Merci Harold Duvart d'avoir répondu en tout cas à nos questions. Vous restez avec nous. Du jaune, il va en être question dans notre prochain sujet avec une vidéo. Ah, c'est une vidéo qui a fait des millions de vues tout au long du week-end. Elle fait beaucoup parler. Regardez. C'est dévoilé en Rachida Dati. Voilà la communication de la candidate à la mairie de Paris. Est-ce qu'elle a raison? Est-ce que ça peut être porteur? On en débat, on en parle dans Brunet sans filtre. À tout de suite. Ah, les amis, qu'on aime ou pas Rachida Dati, c'est quand même celle qui se voit en future maire de Paris.
est quand même une impératrice de la com. C'est une bonne communicante. C'est vrai que ça fait plusieurs semaines qu'il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux où la candidate à la mairie de Paris se met en scène. La dernière en date, elle fait des millions de vues. 4 millions, je crois précisément. 4 millions 8, 5 millions. 5 millions. 5, voilà, c'est 5 millions. Ouais, ça a encore augmenté depuis qu'on a dit 4. En 2 jours, oui, c'est ça. Seulement, elle se met en scène dans la peau d'un éboueur. Effectivement, elle travaille aux côtés des éboueurs de nuit. Et regardez ce que ça donne. Avec moi, la ville sera propre et elle sera tranquille. Et c'est justement ce qu'attendent les Parisiens. Ils attendent des résultats et de l'efficacité et de l'action. Ah, c'est à vous ? Ah bah je vais vous la vider. Moi, je serai la mère des résultats. Et il y a de plus en plus de rats, vous trouvez ? Ah là, vous avez touché un problème. C'est effrayant. Il n'y a pas de raison que la ville ne soit pas mieux organisée pour que la ville soit propre 7 jours sur 7, 24 sur 24. Ça sera mon rôle comme maire de Paris. Voilà, je me souviens d'une anecdote au maquillage, ici à LCI, de 2-3 ans, et il y avait un journaliste qui lui dit mais pourquoi votre arrondissement, le nettoyage est toujours bien, et moi j'habite dans un autre arrondissement de Paris, ça se passe moins bien, les rues sont sales. Est-ce que c'est une histoire de privé-public, parce qu'il y a des opérateurs de nettoyage qui sont publics et d'autres, dans certains arrondissements, qui sont privés? Elle dit pas du tout. Pas du tout. C'est parce que moi, je les harcèle. Quand un habitant de mon arrondissement me dit c'est sale, ils sont passés ce matin, mais c'est encore sale à 15h cet après-midi, elle les rappelle, elle ne cesse de les rappeler ou elle les fait rappeler jusqu'à ce qu'ils passent une deuxième fois. Lâche rien. C'est vrai que le nettoyage des rues, pour les électeurs, c'est déterminant. Souvent, on parle de politique culturelle, etc. Oui, mais le nettoyage des rues, c'est quand même une donnée très importante pour la vie quotidienne. Alors, coup de génie ou démagogue, Rachida Dati ? Elle est géniale. Enfin, elle fait campagne comme personne ne sait faire campagne. Elle est incroyable, Rachida Dati. Et c'est marrant parce qu'en plus, tous ceux qui lui sont tombés dessus, soit Emmanuel Grégoire, les proches d'Anne Hidalgo, on a trouvé des photos comme quoi Anne Hidalgo l'a fait, Emmanuel Grégoire l'a fait, tout le monde l'a fait. Donc, si vous voulez, c'est ça qui est plutôt marrant, c'est qu'alors ils se drapent dans leur vertu en disant que c'est vraiment de la démagogie. Regardez, on le voit là. Voilà, ils l'ont tous fait. En 2014. C'était en 2014. Attendez, cet homme, mesdames, messieurs, est celui qui se présentera pour la gauche à la mairie de Paris. Pour le PS, parce qu'ils sont divisés. Pour le Parti Socialiste, ils sont divisés. Il a effectivement critiqué Rachida Dati en disant qu'elle instrumentalisait... Que ce sont des méthodes, des recettes trumpistes, a-t-il écrit, dramatiser, caricaturer, détourner l'attention. Voilà ce qu'il dit, effectivement, bon, c'est un peu plus long, vous le lisez, cette réaction d'Emmanuel Grégoire, lui aussi candidat à la mairie de Paris. Et pourtant, lui, il y a une dizaine d'années, il a fait la même chose. Il a fait la même chose. Sauf que, voilà, on le voit là. Sauf que elle, quand elle fait de la démagogie, parce que c'en est un peu, elle fait 5 millions de vues, ce qui n'est pas le cas d'Emmanuel Grégoire. Ce qu'on reproche au fond à Rachida, c'est de savoir faire campagne comme personne. Bon, elle est incroyable. Moi, je me souviens parce que j'ai fait la campagne de Cédric Villani pour Paris. Et à ce moment-là, j'étais plus journaliste, donc j'avais fait cette campagne. Et on était face à Rachida Dati. Mais moi, je pleurais de rire. C'est-à-dire, je la voyais en débat. Elle était là face à Anne Hidalgo. Elle disait qu'elle faisait du jogging en fait sur les quais de Seine, et en fait qu'elle s'entraînait aussi à la natation en apnée, parce qu'en fait comme elle était obligée de se boucher le nez tout en joguant parce que ça sentait tellement l'urine que c'était insupportable, mais on était en débat, je pleurais de rire et je me rappelle Cédric Villani exploser de rire. Donc non seulement elle a la punchline toujours, vous savez il y a les punchlines de Rachida Dati, donc elle est incroyable en campagne. Donc je comprends qu'il soit mécontent qu'elle soit aussi forte en campagne, peut-être qu'elle sera pas élue, mais en tout cas pour faire campagne, je sais pas ce que vous en pensez, Renaud, mais c'est la meilleure. Oui, effectivement, il y a 2 points. Premièrement, en termes de communication digitale, c'est un record. Jamais une femme ou un homme politique en campagne, pas en campagne pour les municipales, en campagne, n'a fait sur son tweet. Alors c'est pas vraiment forcément des vues, c'est son tweet qui a été vu 5 millions de fois. Vous avez là un record en 48 heures. Deuxièmement, attention, c'est pas 5 millions de commentaires positifs. Il y a beaucoup de critiques. Bien sûr. Mais, malgré les critiques sur le fond, effectivement, tout le monde reconnaît, effectivement, si on dit coup de génie ou démagogie, c'est plutôt un coup extrêmement professionnel. Et c'est pas la première. Il y en a d'autres qui n'ont pas fait 5 millions de vues. Mais elle a effectivement été, tenez-vous bien, pour ceux qui connaissent pas Paris, mais il y a un tunnel des Halles qui a été fermé il y a plusieurs années, qui est devenu un repère de crack. Là, les éboueurs, c'était sur le thème de la propreté. Et les Halles, on va voir des images, c'était sur le thème de l'insécurité. L'insécurité. Effectivement. Donc à chaque fois, en fait, presque chaque semaine, son thème avec sa vidéo. Elle y a été sans garde du corps.
lorsqu'elle fait des opérations nocturnes, elle est sans garde du corps. Elle est avec un élu. Ouais. Effectivement, elle est restée 2 heures à discuter avec eux. Rachida Dati, effectivement, elle finit par à la fin tutoyer tout le monde. Elle est sans filtre. Pour le coup, elle est sans filtre. Et elle est un peu comme Bernard Tapie à l'époque. Elle est un peu comme Nicolas Sarkozy. Elle est à l'école de Nicolas Sarkozy. Mais avec un culot incroyable. À tort ou à raison. Certains vont dire, les affaires, ceci, cela. Mais en tout cas, sur cette vidéo, sur la propreté, c'est extrêmement réussi. Dernière chose, la propreté, c'est quoi ? On en parlera aussi sur le fond. Énormément de Parisiens sont dégueulasses. Ils sont dégueulasses. Dégoûtants. Vous croyez que... Non, dégueulasses. Vous croyez que les déchets, ils arrivent tout seuls ? Ils ont des pattes ? Qui des centaines de tonnes de mégots. Des centaines de tonnes de petits cartons. Pourquoi ? Parce que les boutiques à Paris sont tellement petites qu'il n'y a pas de place pour mettre les cartons. Donc, en attendant, on met tous les petits cartons dehors. Les sacs poubelles dehors. Les déménagements. Pourtant, ça c'est bien fait, les déménagements. Vous appelez, 2 jours après, il y a une voiture qui les prenne. On voit des matelas, on voit des lits, on voit des meubles, on voit des machines à laver. Vous voyez ça en Suisse ou en Espagne. Cela dit, que nenni. Ceux qui critiquent, encore une fois... Rachida Dati sont mal inspirés, puisqu'on a vu Emmanuel Grégoire, son futur opposant, adversaire au municipal à Paris. Regardez Mathilde Panot. La différence, c'est qu'il fait une photo avec un truc. Elle fait 2 minutes de vidéo avec eux. Ouais. Oui, il y a différence. Regardez Mathilde Panot de la France Insoumise. Même chose. Alors elle a fait Vie ma vie aussi. C'était en 2023 pour soutenir les éboueurs qui étaient en grève contre la réforme des retraites. Voilà. Ça avait fait moins de vues. Mais je me souviens qu'on en avait pas mal parlé. C'est bien joué aussi. Ça, c'est bien joué aussi. C'est bien joué. Alors, et ça rappelle ce qu'avait fait, souvenez-vous, il y a pile un an. Donald Trump. Pareil. Ben oui. Alors, là-bas aux États-Unis, c'est pas le gilet jaune, c'est le gilet orange des éboueurs. Et vous vous souvenez de ce qu'on avait dit ? C'était dans la dernière ligne droite de la campagne présidentielle. Et tout le monde avait dit, mais quel flair politique. Il est génial. Parce que Kamala Harris, on la voyait pas comme ça. Et on avait dit, à l'époque, je me souviens, les observateurs avaient dit, c'est un coup de maître. Et ça avait marqué les esprits dans cette campagne, et ça prouvait que lui, il était proche du peuple, alors que Kamala Harris, pas du tout. Elle sera maire de Paris, Rachida Dati. On n'en est pas là, il y a Trump marqué sur le camion poubelle. Oui, mais camion poubelle, Trump. Le jour où on aura changé avec Dati sur le camion poubelle... Ah bah ça c'est sûr. Alors là, en tout cas, ça va être une campagne passionnante municipale. Et serrée. Et serrée. Contrairement à ce qu'on dit, c'est pas une vague Rachida Dati. Bon, mesdames, messieurs, là je vous suggère de gardez un peu votre salive parce que on va vivre quelque chose d'assez intense dans les prochaines minutes. D'accord. Parce que on va être avec une responsable de l'administration pénitentiaire très importante, une dame très importante qui s'appelle Justine Gerbeau, qui est la porte-parole de l'administration pénitentiaire en France. Et il faut qu'on parle de ce qui s'est passé à Vendin-le-Vieil, qui est absolument complètement dingue. C'est dingue. Voilà, avec un détenu qui a eu une permission de sortie d'une journée, alors que ce détenu s'est déjà échappé. Il a fui avec un commando armé en 2014 la prison. C'est un narcotrafiquant de 52 ans. Comment a-t-on pu lui donner une permission de sortie d'une journée où il est allé à Lyon tout seul, sans escorte, pour trouver un job pendant 4 ans? Il y est en ce moment. Oui, il y est en ce moment. C'est aujourd'hui. Il est quelque part dans les rues de Lyon. C'est délirant. C'est proprement délirant. On écoutera les arguments des uns et des autres. À tout de suite. Les précipitations sont au rendez-vous en ce début de semaine avec une perturbation active qui stagne du sud-ouest jusqu'au centre-est et ça donne beaucoup de neige en montagne avec une limite pluie-neige qui a eu tendance ces dernières heures à remonter un peu, 1600, 1800 mètres d'altitude comme ici du côté des Minuit. Alors plus bas c'est de la pluie mais on surveille justement ces quantités de précipitations. Elles sont importantes si bien qu'il y a une vigilance orange pluie-inondation à la fois de la Gironde à la Corrèze mais aussi donc en direction des Alpes du Nord, plus de 100 mm possibles au cours des prochaines 24 heures avec donc des risques localement de crues. Soyez vigilants. Des pluies soutenues qui circulent des Pyrénées aux frontières de l'Est avec également un fort risque d'avalanche pour les Alpes. Beaucoup de pluie aussi sur la Corse. Et puis à l'arrière, c'est le ciel de traîne avec des averses plus ou moins fréquentes. Un peu plus dans le quart nord-ouest avec également un risque d'orage, de grésil et de fortes rafales de vent. Il n'y a que le Roussillon et la Côte d'Azur qui resteront au sec cet après-midi avec des températures orientées à la hausse. On parle même de nouveau de douceur dans les régions de l'Ouest, dans le Sud également avec par exemple
descendre 13 à Nantes, 14 à Bordeaux. On ira jusqu'à 17 degrés du côté du Roussillon ou encore pour la Corse. Demain, les nuages seront une nouvelle fois bien présents, notamment dans les régions de l'Est avec le maintien de ces pluies. Puis, et comme le vent va tourner au secteur nord-ouest, eh bien la neige va de nouveau revenir vers le Massif central, le Jura ou les Vosges, parfois dès 700 mètres d'altitude. Les températures, elles vont donc baisser. Demain, on repassera sous les normales dans les régions de l'Est avec tout au plus 4 ou 5, 6 degrés au meilleur de l'après-midi. La journée de mercredi est un peu plus calme. Ce sera sans doute l'une des journées les plus calmes de la semaine. Encore quelques averses dans l'Est, mais retour d'éclaircies par l'Ouest avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation jeudi avec son lot de pluie. Température à la hausse parce que le vent va tourner à l'Ouest et c'est ce temps humide qui devrait d'ailleurs nous accompagner pour la fin de semaine jusqu'au week-end inclus. Avec Autodispo CIC, construisons pour que le monde bouge. Ah, il n'y a pas de générique. Ah, il n'y a pas de générique. Ça y est. Juste être patient. Le générique somnole, ça lui arrive de somnoler. Justine Gerbeau est avec nous, porte-parole de l'administration pénitentiaire. Bonjour madame. Vous allez avoir fort à faire aujourd'hui pour nous expliquer ce qui s'est passé à Vendin-le-Veil. Ça nous fascine. Alexandra Guillet, journaliste police-justice d'LCI est là également. Maître Jean-Yves Levorgne, avocat pénaliste, est avec nous. Isabelle Saporta et Renaud Pilas sont de la partie. Mesdames, messieurs, nous allons donc passer quelques instants sur cette affaire révoltante, ça n'est que mon opinion, révoltante de la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil. Que s'est-il passé là-bas ? Vous savez, ça fait partie de ces nouvelles prisons de haute sécurité voulues par Gérald Darmanin avec des conditions carcérales extrêmement strictes pour les personnes condamnées pour du narcobanditisme. Eh bien, l'un de ces détenus, donc un prisonnier de Vendin-le-Vieil, qui fait partie de ces grandes figures du narcobanditisme, est aujourd'hui dehors. Il est à Lyon pour un entretien d'embauche. Il a été emmené tout simplement par sa femme ce matin. Il devrait être de retour ce soir à 21h. C'est la justice qui a donné son accord. Évidemment, ça crée de l'incompréhension dans l'opinion publique, jusqu'au garde des Sceaux qui a réagi d'ailleurs. On pourra le voir dans un instant. D'abord, on fait le point avec Benoît Cristal. Sécurité renforcée pour une sortie controversée. À 7h50, un détenu jugé dangereux quitte une prison de haute sécurité à bord de ce simple véhicule banalisé. Présents sur place, les syndicats pénitentiaires se disent scandalisés. Je rappelle juste que le but était de couper le narcotrafic de la société. Et là, aujourd'hui, on voit bien que ce détenu va sortir toute une journée complète dans la rue. Donc il faut soit mettre des juges spécialisés pour ces quartiers, ou soit complètement interdire les sorties. C'est le profil du prisonnier qui inquiète. Détenu dans le tout nouveau quartier de lutte contre la criminalité organisée, Wahid B, 52 ans, a été condamné à 8 ans de prison pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs, puis s'est évadé 2 semaines en 2014 lors d'une visite médicale. Aujourd'hui accompagné de son épouse, surveillé à distance par la police, il se rend de la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil en voiture à Lille, puis doit se rendre en TGV dans la région lyonnaise où l'attend un employeur qui pourrait lui faire signer une promesse d'embauche. Selon son avocate, après 15 ans de prison, il s'agit d'une simple application de la loi. Moi, je vois une seule chose. Il a un dossier qui est parfait. Il a présenté les gages de réinsertion extrêmement solides. Il a coché tous les critères de la personne qui était en voie de réinsertion. Wahid B, libérable en 2029, pourrait donc bénéficier d'un aménagement de sa peine. Il avait été transféré dans ce centre pénitentiaire en juillet dernier, avec une centaine d'autres détenus considérés comme des barons de la drogue. À l'origine de la création du centre, le ministre de la Justice répond à l'inquiétude des syndicats pénitentiaires. Notre cadre législatif d'application des peines doit être revu face aux réalités de la grande criminalité organisée. Wahid B doit réintégrer sa cellule ce soir avant 21h au centre pénitentiaire de haute sécurité de Vendin-le-Vieil. Justine Gerbeau, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'administration pénitentiaire. Bien sûr, le droit a été respecté. On ne va pas débattre de ça. Le droit a été respecté. Enfin, vous avez entendu vos collègues syndicalistes de la pénitentiaire. Ils sont outrés. Ce que ne dit pas le reportage, je n'ai pas entendu, c'est que en 2014, quand ce détenu fait une tentative d'évasion, il est soutenu par un commando armé, Alexandra Guillet, il y a un commando armé. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris la poudre d'escampette profitant de l'absence d'un policier. Il y a quand même eu un commando armé qui est venu le sortir, encore une fois, de son état de prisonnier pendant 15 jours en 2014. Donc, comment peut-on encore
concevoir, quand on travaille dans l'administration pénitentiaire, que ce genre de choses soit possible. Alors déjà, effectivement, vous l'avez rappelé, le droit a été respecté. Je souhaite rappeler pour vos téléspectateurs peut-être le cadre d'octroi d'une permission de sortir. Donc une permission de sortir peut être demandée par toute personne détenue, effectivement, dans le cadre de la préparation à sa sortie. C'est une instance pluridisciplinaire qui se réunit, qui est composée donc d'un représentant du service pénitentiaire d'insertion et de probation, un représentant de l'établissement, là en l'occurrence c'était le chef d'établissement, le parquet, et cette instance est présidée par un juge d'application des peines qui statue in fine sur la demande de permission de sortir. En l'occurrence, c'est ce qui s'est passé ici. Donc effectivement, le juge d'application des peines a fait droit à cette demande, a considéré que les critères, les garanties présentées par le détenu étaient suffisantes pour faire droit à cette demande de permission de sortir. C'est pas une décision en l'air, elle est mûrement réfléchie par plusieurs personnes, il n'y a pas une seule personne décisionnaire. Bien sûr. Et dans ce donc il s'agissait d'obtenir une promesse d'embauche pour un détenu libérable en 2029. Dans 4 ans. Ouais. Dans 4 ans, franchement, ça paraît assez éthéré. Non, mais pour une libération conditionnelle. Pour une libération conditionnelle. Dans le cas de libération conditionnelle. Bon, d'accord. Donc je suis le seul autour de cette table. Je suis le seul autour de cette table à trouver tout ceci, même si, parce qu'à chaque fois qu'il y a un truc comme ça, Alexandra, à chaque fois qu'il y a un truc comme ça, on nous dit, Éric Brunet, oh là là, votre comportement outrancier est totalement déplacé, car le droit a été respecté. On veut dire, alors, franchement, rentrez chez vous, Brunet, le droit a été respecté. Je rentre chez moi. Juste un petit point de détail, madame. Oui. Est-ce qu'il est exact que la décision du juge de l'application des peines a fait l'objet d'un appel du parquet et d'un examen par la cour d'appel? Tout à fait. Laquelle cour d'appel a confirmé la décision du juge. Tout à fait. Je crois que c'est utile qu'on le sache. Deux décisions. Et autre élément, si c'est possible, ça je ne sais pas, c'est vous qui allez nous le dire, mais ces décisions ont été prises contre l'avis du chef d'établissement et contre également l'avis du parquet et du parquet général. Est-ce que éventuellement il est possible de savoir pourquoi le chef d'établissement de Vendin-le-Vieil s'est opposé justement, a émis un avis défavorable, c'est ça, à cette sortie? Est-ce que ça relève du secret de la décision, ou est-ce que vous avez des éléments à nous communiquer là-dessus peut-être? Alors effectivement, je vous ai parlé de donc cette instance collégiale qui échange sur la situation de la personne détenue et qui permet au juge ensuite de prendre sa décision. Donc à cette occasion, les différents membres de cette instance collégiale émettent un avis. Là, en l'occurrence, les personnels pénitentiaires ont émis un avis défavorable, de même que le parquet qui donc avait formé appel de cette décision et qui a donc conduit à ce que cette décision soit confirmée en deuxième instance. S'agissant des éléments, voilà, évidemment pour des raisons de sécurité et de minimisation, je peux pas les présenter, mais en tout cas, voilà, il s'est basé sur les éléments pénitentiaires, les éléments de détention, les éléments qui avaient motivé aussi son placement à Vendin-le-Vieil pour étayer. Non mais c'est ça qui est dingue. Renaud Pilat. Non mais c'est ça qui est absolument dingue. C'est que vous avez, qui peut comprendre ça? Vous n'êtes pas le seul, Éric. Je pense que autour de cette table, peut-être Maître Le Borgne, effectivement, en tant qu'avocat, va défendre la réhabilitation. Parce que ce qui est très important, c'est de dire qu'effectivement, c'est pas un entretien d'embauche pour un boulot, un emploi dans 4 ans. C'est dans le cadre de l'examen progressif avec la pénitentiaire, avec des psychologues, avec tout un tas de personnes, obtenir à mi-peine, une libération conditionnelle. Or là, il fait la moitié de sa peine, et donc à mi-peine, vous avez le droit de demander une libération conditionnelle, et sans condition. Et une des conditions, c'est avoir un boulot. Donc c'est pour ça qu'il a un entretien d'embauche aujourd'hui dans la région lyonnaise. Premièrement, pourquoi ça se fait pas en visio? Oui. Pourquoi ça se fait pas en visio? On est en 2025, pourquoi? C'est comme les transferts. Mohamed Amra, vous vous souvenez? Pourquoi tout ça se fait pas en visio? On marche sur la tête. Deuxièmement, ce week-end, ça tombe après le rassemblement pour Mehdi, tué une vingtaine d'années à Marseille. Qu'est-ce qu'on dit tous les responsables politiques, en tout cas le garde des Sceaux, Gérald Darmanin? On est en guerre. On est en guerre contre le trafic de drogue. On est en guerre. Comment cet individu, qui est donc un ennemi de la paix civile, il y a un régime d'exception sur les détentions, puisqu'on a construit des prisons spéciales. Pourquoi? Et j'espère que la loi va changer. Darmanin a dit qu'il allait avoir au début de l'année, dans la loi, une demande de changement. Pourquoi il n'y a pas un régime d'exception juridique?
C'est incroyable. Je rappelle qu'il a été condamné pour un certain nombre de faits, mais il avait organisé, puisque vous parlez de narcotrafic, il n'a pas été condamné pour autre chose, parce qu'il avait organisé un réseau de narcotrafic entre les Pays-Bas et la Seine-Saint-Denis. Et la Seine-Saint-Denis, dont il est issu. Parce qu'on pense la même. Vous partagez. Oui. Pardon. Isabelle, peut-être pour Isabelle, le débat. Ça pose puis le Maître débat. Lebord. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est là, effectivement, au moment où se fait cette marche blanche pour Mehdi Kessassi, on a, au fond, cet homme dont on sait qu'il de notoriété publique est tellement qu'il a été mis dans cette prison de Vendin-le-Vieil, on sait qu'effectivement il va se balader là aujourd'hui avec juste son épouse et faire ce transfert. Et pour que ce soit supportable pour tout le monde, pour pas qu'il s'évade, pour pas qu'il puisse faire de trafic, on a l'espionnage, la sécurité du territoire qui est derrière lui pour voir comment ça va se passer. Comme la dernière fois, vous aviez raison de le rappeler, pour le moment où il fallait que Mohamed Amra voit un juge et que ça ne se fasse pas en visio, il y avait eu un hélicoptère, un machin, un truc. Donc, si vous voulez, ce qui est délirant... Là, il n'y a pas de protection, normalement légale. Il n'y a pas de protection. Sauf qu'il y a la sécurité, la Direction nationale de renseignement territorial... Dit-on. On n'a aucune preuve de ça. Oui, pardon. Qui, en fait, est derrière. Donc, si vous voulez, à chaque fois, c'est la même histoire. C'est-à-dire qu'en fait, on a un juge qui prend cette décision. Donc là, c'est le juge d'application des peines, dont Bruno Retailleau dit dans un tweet d'ailleurs que c'est une exception française qui est vraie et italienne, puisqu'en fait, c'est au fond un jugement par-dessus le jugement, un juge d'application des peines, qui décide contre l'avis de la pénitentiaire, contre manifestement l'avis du garde des Sceaux, parce que son tweet est assez clair, Gérald Darmanin, que en fait on va laisser ce mec-là se balader. Je comprends pas ce qui se passe en fait dans la tête des juges au moment où on est censé être en guerre contre le narcotrafic. Je comprends pas exactement ce qu'ils recherchent. Je dois dire ça vraiment. Ça me paraît, c'est-à-dire qu'en fait cette profession voudrait s'enterrer vivante, qu'elle ne ferait pas autrement. Alors, la parole est à la défense, d'accord. Je n'ai pas osé le faire. Je pense qu'il faut, avant tout, rappeler ce que disait M. Brunet, le droit a été respecté. Vous le disiez sur le ton de « mais ça n'a pas d'importance ». C'est à mes yeux, en revanche, fondamental. Le droit a été respecté. Et il faut aussi se méfier de cette colère populaire s'agissant d'un dossier spécifique dont, au fond, les uns et les autres autour de ce plateau, nous ne savons rien. Pourquoi il est à Vendin-le-Vieil ? Mais il est à Vendin-le-Vieil parce qu'il a été condamné dans une affaire de trafic de stupéfiants. À quoi il sert ces prisons ? Permettez, Isabelle, permettez que j'aille jusqu'au bout. Et qu'il a tenté de s'évader, réussi une évasion avec un commando armé. Oui, mais notre système et notre système juridique ne prévoit pas de cas où l'application des peines serait exclue. Et dans le cas d'espèce, vous avez un juge de l'application des peines qui a pris une décision, un procureur qui a fait appel de cette décision et une cour d'appel qui a confirmé la décision. Alors tout le monde peut se tromper, c'est possible. Peut-être ont-ils fait des erreurs, mais vous n'en savez rien, moi non plus d'ailleurs. Et le vrai problème, c'est que dans toutes les détentions, il y a ce système. Et quand vous évoquiez c'était finalement intéressant, cette histoire de visioconférence dont vous parliez. Mais c'est pas seulement la visioconférence. La permission, c'est la première marche qui précède la libération conditionnelle. Non, mais ça peut vous révolter. C'est pas pour ça que c'est justifié. J'ai compris votre opinion, maître Jean-Yves Le Borgne, mais ne soyons pas et ne soyez pas fétichistes du droit. Le droit est respecté à l'endroit de ce pauvre... À l'endroit du droit, pardonnez-moi. À l'endroit de ce... Laissez-moi terminer. À l'endroit de ce pauvre journaliste français qui est emprisonné en Algérie. Le droit est respecté. Mais à un moment donné, on a le droit également... Non, ne dites pas ça. L'Algérie est un pays souverain et un État de droit, que vous le vouliez ou non. Voilà. Bon. Un État de droit, ça reste à voir. Un État, quand je dis un État de droit, pas au sens où nous l'entendons, nous, démocrates, mais qui a une architecture judiciaire. Un État de droit étroit. Voilà. Un État de droit étroit. Et de la même façon, dans les démocraties, parlons des démocraties, la France, l'Italie, l'Espagne, les États-Unis, il arrive parfois que des citoyens fassent l'objet d'une condamnation qui soit révoltante. Donc on peut
on peut quand même commenter une décision de justice. J'ai l'impression qu'on peut la commenter. On a le droit de parler des journalistes, des politiques, de tout le monde, mais jamais d'une décision de justice. Il ne s'agit pas d'interdire le commentaire, l'impression, le sentiment populaire qui a toujours existé en matière judiciaire. Mais il faudrait avoir tous les éléments. Alors par exemple, on dit il va chercher un travail pour une libération dans 4 ans. Évidemment non. On sait bien qu'on est probablement dans un processus de libération conditionnelle qui est prévu dans 3 mois, dans 6 mois ou quelque chose comme ça. Donc l'absurdité du système doit être écartée. En réalité, le vrai problème sur lequel nous pourrions utilement, et je dirais même légitimement parler, c'est est-ce que le système juridique qui permet que ce phénomène-là se passe est ou non admissible. C'est d'ailleurs la position du garde des Sceaux qui veut le changer. D'accord avec ça. D'accord avec ça. Alexandra, on va passer la parole dans une seconde, mais d'abord avec Nivine, on fait peut-être le point sur ce personnage. Il a 52 ans, me semble-t-il, et il est aujourd'hui dans les rues de Lyon, avec son épouse. Exactement, il s'appelle Wahidi B, il a 52 ans et il est considéré bien comme l'un des détenus les plus dangereux de France. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a été transféré cette semaine avec les 100 premiers narcotrafiquants dans le nouveau quartier de lutte contre la criminalité organisée de la prison de Vendin-le-Vieil. Il a été condamné en 2012 avec l'un de ses frères d'ailleurs pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs, condamné pour une peine de 8 ans de prison. Il est considéré, il l'était en tout cas à l'époque, comme l'un des parrains du trafic de drogue dans Seine-Saint-Denis et plus spécifiquement dans la cité des 4000 à la Courneuve dont il est originaire. C'est là effectivement qu'il organisait un vaste réseau de trafic de drogue entre la France et les Pays-Bas. Il est aussi connu, cet homme, pour une évasion spectaculaire. Vous l'avez évoqué, c'était en 2014 lors d'une visite médicale à l'hôpital de Saint-Denis à l'aide d'un commando armé. Il avait attaqué 4 surveillants pénitentiaires qui n'étaient pas armés. Il était parvenu à s'échapper. Sa cavale avait duré près de 2 semaines avant d'être interpellé puis condamné à 7 ans de prison pour évasion. Au moment de son procès pour évasion, il avait notamment déclaré ceci: « J'en peux plus, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? J'ai 42 ans et j'en ai pour 25 ans. J'ai tué quelqu'un, j'ai volé quelqu'un. » C'est du stupéfiant, rien que du stupéfiant. Comme si finalement le trafic de stupéfiants ne méritait pas de passer des années en prison. Alors ça, c'était avant, selon son avocate qui le défend bien entendu et qui explique aujourd'hui qu'il est dans un processus d'aménagement de la peine, dans un processus de réinsertion, d'où cette permission pour passer un entretien d'embauche, parce que théoriquement, vous l'avez dit, il pourrait sortir de prison en 2029, mais s'il obtient des garanties suffisantes, comme par exemple un emploi, un logement, eh bien, il pourrait bénéficier effectivement d'un régime d'aménagement des peines et donc de sortir de prison très prochainement. Merci beaucoup. Alexandra. Justine, alors Justine, juste parce que je rebondis sur ce que vient de dire Nivine. Il était incarcéré dans ces nouveaux quartiers de haute sécurité, voulus encore une fois par Gérald Darmanin. La première d'entre elles, de ces prisons-là, c'est Vendin-le-Vieil, ouverte en juillet dernier. Il fait partie des détenus qui ont été transférés là-bas. Ça veut dire qu'il fait partie des détenus les plus dangereux de France ? Effectivement, les éléments de son profil ont conduit à son affectation au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Pour autant, je souhaite rebondir sur ce qui a été dit par différentes personnes autour de cette table, y compris les détenus de Vendin-le-Vieil ont vocation à sortir. Donc, il est indispensable aussi de préparer cette sortie, d'évaluer leur capacité à respecter un certain nombre d'obligations à l'extérieur. Voilà, l'insertion, la réinsertion, c'est, j'ai presque envie de dire, encore plus indispensable pour des détenus dans son profil que pour peut-être des délinquants de moindre envergure, parce qu'effectivement, on doit s'y prendre plus tôt, ça doit prendre davantage de temps d'évaluer leur capacité à respecter ses obligations. Et ça a été évoqué par quelqu'un, je ne sais plus quel invité, mais en tout cas... Nous sommes seuls, madame, c'est vous et moi.
Vous seul contre tous. Ça a été évoqué, en tout cas, effectivement, l'octroi d'une permission de sortir vise aussi, au-delà de la finalité de rencontrer un employeur, à évaluer la capacité du détenu à respecter un certain nombre d'obligations. Donc il y a tout un cadre qui s'impose et effectivement, il sera éligible prochainement à une demande d'aménagement de peine. C'est bien pour ça qu'il lui a été accordé cette permission de sortir et il convient donc de préparer et de prévoir cette sortie. Et c'est à ce titre-là d'ailleurs que le garde des Sceaux a pris la parole ce week-end pour indiquer que peut-être il était aussi nécessaire d'encadrer, d'accompagner en tout cas les magistrats dans cette période sensible de l'application des peines. En fait, derrière tout ça, il y a un vrai débat de société sur ce qu'on souhaite pour nos prisonniers. Et Eric, en fait, la question est assez simple, c'est est-ce qu'on préfère voir un détenu purger sa peine jusqu'à son terme, sans que rien ne soit fait, complètement isolé, enfermé dans sa cellule, et qu'après, paf, on lui dise, monsieur, prenez votre valise, sortez, c'est la replongée assurée, en fait. Ou est-ce qu'on préfère que, justement, avec les moyens existants, on essaye de préparer sa sortie avec une réinsertion progressive pour espérer le moins de risque de récidive possible. C'est cette question-là qui est derrière. Après, cette affaire, elle pose une autre question, c'est est-ce que ce détenu, qui, à peine arrivé, c'est vrai, pour moi, bénéficie d'une autorisation de sortie pour essayer de signer un contrat avec un employeur avec qui il est en lien depuis pas juste quelques semaines, mais visiblement c'est quelque chose qui se construit depuis quelques mois, voire années. Est-ce que ce détenu avait vraiment vocation à aller dans cette prison-là, ou est-ce que ça a été fait un peu parce qu'au démarrage il fallait quand même en mettre 100. C'est en tout cas la position de son avocate très clairement. Et l'autre question, c'est qui est d'ailleurs relevée par les syndicats pénitentiaires, c'est cette confrontation entre un régime d'exception qui vient d'être mis en place, extrêmement dur, rigide, pour ce type de détenu qui terrorise, et un régime de droit commun qui permet à ces mêmes détenus, mais tous finalement, qu'ils soient dans un quartier de haute sécurité ou dans des prisons lambda, de rentrer dans un processus d'adaptation et d'aménagement. Mais c'est ce qui est choquant. Le droit finalement, est-ce qu'on s'est arrêté au milieu d'une marche et qu'il faut aller nous sommes tous aussi choqués, ni plus ni moins que le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, qui a mis en place ces prisons d'exception pour des clients très particuliers. Je rappelle, parce que vous parlez du narcotrafic, moi je vous rappelle quand même, 2014, on l'a vu très bien dans ce reportage, il est secondé dans ce qu'a dit Nivin Potros par un commando armé qui vient le libérer. C'est pas tout à fait anodin dans sa trajectoire. Bon, et moi je suis ni plus ni moins agacé que le garde des Sceaux. Je ne vois pas. Ça me semble totalement irréconciliable d'imaginer ces prisons de haute sécurité qui, en même temps, au titre de la réinsertion, engagent quelqu'un à aller dans les rues de Lyon, passer 12 heures aujourd'hui en compagnie de son épouse. Voilà. Alors qu'on a des solutions techniques, ne serait-ce que la visioconférence pour parler avec un futur employeur, pour un premier entretien. Une phrase. Ce que ne comprennent pas les citoyens, et faudra vraiment ouvrir un jour un débat sur la justice, c'est que les décisions de justice ne sont pas motivées. Et en tant que citoyen, beaucoup de citoyens commencent à dire que le manque de transparence sur les décisions de justice, pourquoi l'application des peines, les JAP disent c'est possible, alors que le parquet double opposition. Le parquet, c'est pas n'importe qui. Et cette prison, l'administration, qu'est-ce qu'il a fait dans la prison pour qu'on dise non ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Le parquet n'est qu'une partie au procès qui donne un avis et qui n'est pas nécessairement suivi. D'ailleurs, l'avis de la prison. La meilleure preuve, c'est qu'il n'a pas été suivi par le juge en première instance et pas plus par la cour d'appel lorsqu'il y a eu un appel. Et l'avis de la prison ? Vous répondez pas sur l'avis de la prison. Je sais que vous avez la voix forte, mais moi aussi. En réalité, il y a un problème derrière tout ça. Et je pense qu'il dépasse largement la situation de ce détenu. C'est que voulons-nous faire d'un certain nombre de criminels et de délinquants d'envergure, les laisser, parce qu'au fond, qu'on laisse quelqu'un de dangereux 10 ans ou 15 ans dans une prison, ça change quoi à partir du moment où il va un jour sortir ? Et il y aurait peut-être une réflexion à faire, non pas sur la non-applicabilité, par exemple, des textes sur la libération anticipée à ceux qui sont dans des établissements spéciaux pour des crimes et délits spéciaux, mais peut-être le fait de savoir, on les libère comme les autres, sous les mêmes conditions,
mais peut-être avec des obligations de résidence qui permettraient de ne pas craindre un retour à la criminalité. Il y a une vraie réflexion à faire. Je comprends l'indignation qui s'exprime ici ou là. Je pense qu'elle est mal placée sur le terrain d'une affaire particulière et qu'au-delà de la révolte, il faut repenser le système. Ah bah alors ça laisse tout le monde sans voix. Non. Mais dans l'indignation... Moi je suis pas sans voix, mais comme j'ai une voix forte, je laisse les autres parler. L'indignation de l'opinion publique, ça vient après d'autres affaires. Alors on parle pas du même type de criminel, mais par exemple il y a à Rennes où un détenu s'est échappé, il est toujours activement recherché, pour une sortie au planétarium. Le directeur de la prison a été démis de ses fonctions par Gérald Darmanin. Il y a eu début janvier, il y a eu un homme qui s'est échappé à la faveur d'une sortie pour voir le musée de l'homme. Et donc l'opinion publique, quelquefois, ne comprend pas. Comment est-ce que c'est possible que des prisonniers puissent sortir pour un autre entretien d'embauche, pour avoir des sorties culturelles, des sorties sportives. Et ça, il faut régulièrement le rappeler. Mais surtout avec une décision négative de la prison. Et maître, vous êtes très convaincant. Vous m'excuserez de considérer que l'opinion d'un magistrat, qu'il s'agisse du juge d'application des peines et a fortiori de la cour d'appel en formation collégiale, l'emporte sur l'opinion du directeur de la prison. Qu'est-ce qu'il garde ? Qu'est-ce qu'il surveille ? On a cette exception aussi en France, du juge d'application des peines, comme en Italie. Mais vous avez plein d'endroits en Europe, de pays où, au fond, c'est une commission collégiale qui fait ça avec la pénitentiaire. Il faut s'attaquer au système. Alors, on a mis en place un juge d'application des peines en 58 parce que l'administration pénitentiaire à cette époque n'était pas capable de répondre à ces questionnements-là. Si vous faites les prisons de haute sécurité, on peut peut-être considérer qu'il peut y avoir quelque chose de collégial qui est mis en place là-dessus, plutôt que ça passe par le juge d'application des peines. Pardonnez-moi, mais la liberté, à mes yeux, relève du juge, pas d'une commission administrative. Parce que le juge d'application des peines, c'est un nouveau jugement par-dessus le jugement à chaque fois. En fait. C'est notre système législatif. Ah ouais, mais il est bizarre. Mesdames, messieurs, nos parlementaires, nos élus, c'est le sujet suivant. C'était passionnant, mais je vous congédie, c'est comme ça chez nous. C'est d'une cruauté terrible. Merci en tout cas, merci aussi à Justine Gerbeau d'être venue sur notre... Merci à vous, madame. Parce qu'effectivement, là, c'est une actualité un peu compliquée pour vous, on en a bien conscience. On va parler du service militaire. Je disais tout à l'heure, nos parlementaires, nos élus, nos ministres font comme si la France n'était pas budgétairement au bord du gouffre. Voilà, dernière idée, le service militaire. Alors il y a toujours des gens pour dire, ça serait formidable. Ah oui, ce serait bien. Brassage social, on est tous d'accord. Mais ce sont des mesures qui ne sont pas financées. On n'a plus d'argent, Monsieur Macron. Voilà. Monsieur Macron, normalement, il devrait faire des annonces sur ce service militaire qui se ferait sur la base du volontariat dans les prochains jours, nous dit-on. Mais il y a quelques pistes, ça y est, qui ont filtré. Regardez notre reportage de Léonard Attal. Pas de main dans les poches, pas de bras croisés. Le service national universel, grande promesse de campagne d'Emmanuel Macron en 2017, c'est déjà fini. Il devrait laisser place à un nouveau service militaire sur la base du volontariat. Objectif, former pendant 10 mois des jeunes de 18 ans et plus au métier d'armes. Un soutien citoyen, oui, mais bon, je trouve un peu prématuré quand même. Et puis c'est assez anxiogène quand même. Si des jeunes sont perdus et qu'ils peuvent avoir ce moyen-là, ça peut être très intéressant pour eux. Ces volontaires pourraient être rétribués environ 1 000 € par mois. Voilà. C'est sûr qu'on peut pas le faire par tous. Ça me paraît logique, faire l'armée c'est un taf à plein temps. En vrai, pour la France, moi je le ferai. Il n'y a pas de problème. Cet engagement était une obligation pour les générations précédentes. Au siècle dernier, un appelé du contingent recevait environ 500 francs, 75 € par mois. Jacques Chirac décide de supprimer le service militaire pour professionnaliser nos armées. La conscription traditionnelle ne répond plus aux exigences d'une armée moderne dans un grand pays moderne. 28 ans plus tard, est-ce un rétablissement du service militaire ? Pas vraiment. Dans cette nouvelle formule, pas question d'envoyer les volontaires sur les théâtres extérieurs, mais ils pourront par exemple rejoindre la force de protection Sentinelle. Le gouvernement espère attirer dans un premier temps 3 000 jeunes et viserait 50 000 engagés d'ici 2035. Le but à terme, les amener à rejoindre la réserve militaire. Pour qu'un service militaire volontaire fonctionne, il faut qu'il y ait une nécessité stratégique qui soit clairement perçue par la population. Il faut effectivement que ce soit une vraie formation militaire qui réponde aux besoins des armées. Selon des estimations officielles, ce service national pourrait coûter à terme 2 milliards € par an aux finances de l'État.
Ah, mais ça, c'est formidable. Ça, c'est la chute de notre reportage, elle est formidable. Non, mais tout est dit. Non, mais on se comporte. Tout le monde est d'accord avec le principe du service militaire. C'est peut-être préférable d'avoir un service militaire que de ne pas en avoir. Mais on fait comme si, les politiques font comme s'il n'y avait pas de sujet d'argent, de budget. La semaine dernière, Sébastien Lecornu, au Congrès des maires, a dit, allez, 500 € pour tous les maires. C'est pas grand-chose, c'est quelques dizaines de millions d'euros, mais allez, sympa, cool. Il y a toujours des gens pour dire, ah, c'est bien, faut les aider, les maires. Et là, il y a des gens pour dire, en parlant du service militaire, ah, c'est bien le service militaire, c'est un brassage social, ça ferait une réserve également pour nos unités militaires, etc. Enfin, oui, mesdames, messieurs, mais simplement, comment on fait pour trouver ces 2 milliards ? Vous êtes prêts à payer davantage d'impôts ? Je sais pas. Je sais pas. Désespéré. Alors, prouvez-lui qu'il a tort. Renaud Pila, Isabelle Saporta, toujours sur notre plateau. Et nous ont rejoint Magali Barthès, notre éditorialiste international. Bonjour Magali. Bonjour. Le colonel Pierre de Jong, bonjour. Vice-président de l'Institut Thémis, spécialiste de géopolitique. Colonel, vous allez à l'encontre d'Éric ou vous aussi vous êtes désespéré ? Je n'oserais pas aller à son encontre. Alors, je vais vous dire, non, je prends zéro risque parce qu'en fait on n'en sait strictement rien. Par contre, quel est le problème aujourd'hui ? En fait, c'est la facture qui arrive sur la table, c'est la facture des dividendes de la paix qui ont commencé en 90. Donc nos armées sont à l'os. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, le constat, c'est qu'il y a une menace à l'est. Alors elle est plus ou moins forte, plus ou moins réelle. Il y a une menace à l'est. Donc on a des armées qui sont à l'os, qui sont toutes petites. Il faut trouver des solutions. D'autant que ce sont des armées, à l'heure où je vous parle, sont des armées qui sont projetables. Un exemple, la force combattante de l'armée de terre, c'est 70 000 hommes. Si vous en projetez 20 000 dans le cadre d'une force de réassurance, il en reste 50 000, mais c'est dans les bureaux, etc., etc. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Donc on n'a plus de force de DOT, de défense opérationnelle du territoire. Donc on a une problématique. On parle de projection de force, de protéger l'Ukraine, etc. Et en projetant... Donner les moyens. Exactement. Donner les moyens. Exactement. Et donc on a un vrai problème. À l'encontre d'Éric Brunet, il faut se donner. Tout à fait. Lui, il a une vision, je dirais, financière. Ouais. Et je suis assez d'accord avec lui. C'est vrai qu'il faut y penser. Après, il y a des choix à faire, des choix budgétaires. Est-ce que 2 milliards, c'est beaucoup ? Pas beaucoup. Évidemment, par les temps qui courent, c'est quelque chose. Mais très concrètement, bien évidemment, le sujet militaire est un vrai sujet. Il y a un deuxième point où on se fourvoie, c'est l'aspect social. Malheureusement, quand on parle de service militaire, on parle de brassage, etc. C'est pas le problème. Quand vous achetez une voiture, vous mettez le clé de contact, vous mettez de l'essence, il faut que ça roule. Posez pas la question de savoir si ça crée de l'emploi ou pas. C'est pas la question. Alors évidemment, il y a des effets induits d'un service militaire, mais à l'heure où on parle, c'est pas le problème. Aujourd'hui, il faut des hommes. On voit la guerre en Ukraine, vous vous rendez compte, les effectifs. Alors j'ai pas dit qu'on allait reproduire ce modèle-là. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas prévu dans le programme que ces soldats qui seraient intégrés dans ce service militaire soient projetés. C'est des forces de protection du territoire. Ce ne sont pas des forces qui sont destinées à aller en Ukraine demain matin. Encore que, point de suspension. Ouais. Comme disait Chirac, toute promesse n'engage que celui qui y croit. Mais d'ailleurs, vous étiez là. Vous étiez là quand Jacques Chirac décide de... Exactement. Vous étiez son aide de camp. Oui, exactement. 96. On va avoir des questions à vous poser. Il y en a. On va se reprojeter. Mais d'abord, je reste sur le présent. La France n'est pas isolée dans cette réflexion-là. Regardez ce que dit le chef d'état-major des armées français, Fabien Mandon. De nombreux voisins en Europe sont en train de réintroduire un service national. Cela fait partie d'éléments qui sont à observer dans notre pays. Effectivement, on ne peut pas rester seul au sein de l'Europe. Tout le monde est en train d'envisager ce retour au service national. La conscription, ne serait-ce que dans les pays nordiques, ça y est rétablie. Et d'ailleurs, c'est après un voyage, nous dit-on, en juin dernier, quand il était à Oslo, qu'Emmanuel Macron a regardé un petit peu comment faisaient justement les pays scandinaves. Et il a été assez séduit par le projet, la mise en place de ce service en Norvège, où en effet, toute la classe d'âge, elle passe des tests d'aptitude, et puis ensuite, on en retient 15-20% en fonction des besoins de l'armée. Et c'est vrai que là-bas, c'est vraiment une ligne sur le CV supplémentaire. C'est plutôt valorisé. Et c'est vrai que quand on regarde ces pays scandinaves, les pays du flanc Est, notamment les États baltes, ils ont tous remis le service militaire. La Suède, elle avait arrêté en 2010. Elle a vu ce qui se passait en Crimée et l'annexion de la Crimée. Elle a remis le service parce que cette conscience sur le flanc oriental de l'OTAN qu'il y a une menace en effet à l'Est, ces pays, ils l'ont eu bien avant nous. Et c'est vrai que quand on entend le général Mandon dire « Attention, il faut se préparer à un choc dans 3-4 ans », on est obligé d'en tirer quand même des conséquences. Alors c'est vrai, je suis d'accord avec Eric, on ne sait pas du tout avec quel argent on va financer tout ça, mais l'idée c'est quand même d'avoir une force suffisamment dissuasive
aussi, pour empêcher la Russie de nous tester davantage, pour dire nous sommes prêts, nous aussi Français. La réalité, Renaud Pilat, c'est que à chaque fois dans cette émission, on ne parle pas que de la chose militaire, on ne parle pas que de l'Ukraine, de la Russie, on est polyvalent. On parle beaucoup de politique intérieure, de tas de sujets. À chaque fois qu'on a un invité, un parlementaire, il dit faudrait faire ça. En général, il a une bonne idée, que ce soit un maire, etc. Alors oui, et donc on dit c'est bien, donc il dit oui, ça coûterait qu'1,5 milliard. Et donc tout le monde a de bonnes idées. Quand les députés se sont entrepris de constituer un budget pour la nation, ils émettaient tous les jours des bonnes idées, des super idées. Et on était tous autour de la table, dire formidable. Le service militaire... On n'a pas dit tellement formidable. Bon, le service militaire tel qu'il a été imaginé là par Emmanuel Macron, tel que les choses se dessinent, c'est bien. Je ne suis pas contre. Mais quand on superpose comme ça tout ce millefeuille de bonnes idées, que les députés d'un pays au bord du gouffre, la France, ont depuis quelque temps, je me remets en mémoire la phrase de notre invitée d'il y a 1 mois et demi, Madame Agresti-Roubache, qui était ministre de la Ville d'Emmanuel Macron, qui nous disait à tous, en 5 ans, 7 ans, 8 ans auprès d'Emmanuel Macron, je n'ai jamais vu un député ou un ministre venir proposer des économies. Mais vous avez l'air député. Alors formidable, alors vous voulez que je fasse comme tout le monde ? Très bonne idée, Eric, vous avez raison. Eric, vous avez raison. Vous avez raison. 2 milliards. Vous avez raison. Le problème en France, c'est qu'effectivement, les bonnes idées ne sont pas finançables parce qu'il n'y a pas d'argent. Et donc, beaucoup de parlementaires ou d'autres ont des très bonnes idées, mais quand vous mettez pas des économies en face, c'est pas possible. On n'a pas encore les détails que va annoncer Emmanuel Macron dans les prochains jours. En revanche, c'est vraiment nécessaire d'ouvrir les débats et même de prendre des mesures. Vous l'avez dit, Magali l'a dit, la plupart des pays européens le font. Et vous savez, c'est extrêmement difficile de passer des esprits de paix perpétuelle à des esprits de guerre potentielle. C'est extrêmement long. Il faut une génération. On est à l'époque, dans les années 90, de la paix perpétuelle. Du marché capitaliste qui va inonder le monde et on va faire du commerce, on va tous s'aimer, le monde des bisounours. Et on se rend compte au bout de 30-40 ans que c'est le retour du tragique, avec à 2 heures, 3 heures d'avion de Paris, des gamins de 18-20 ans qui se font déchiqueter par les bombes. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on se prépare. Et préparer les esprits, ça met beaucoup d'années. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est le on. C'est-à-dire qu'en gérontocratie française, où on est quand même, on ne fait rien que pour les seniors, ou même les députés, le seul accord qu'ils aient trouvé, la seule chose que la gauche ait réclamée, c'est de reculer l'âge de la retraite. Le on, c'est les jeunes. C'est-à-dire les jeunes pour lesquels on ne fait rien. On leur fout la réforme des retraites, c'est eux qui vont la payer, alors qu'on sait bien qu'ils seront démographiquement pas assez nombreux. On ne les laisse pas rentrer dans le monde du travail, mais le on, ce sera les jeunes, C'est pas nous, c'est pas personne autour de cette table, on est d'accord. Et moi, je trouve ça ahurissant, au fond, que cette gérontocratie française, elle est décidée c'est-à-dire ces jeunes pour lesquels elle fait rien, pour lesquels elle se bat pas, qu'elle fait pas rentrer dans le monde du travail, qu'elle passe sa vie à conspuer, à dire que voilà, ils sont incultes, qu'ils sont tout le temps sur leurs écrans, qu'ils sont bons à rien. Le on, c'est eux. Donc en fait, le seul espoir qu'on ait pour les jeunes, c'est de nous défendre les fesses. Et je vais vous dire un truc. Moi, je serais jeune aujourd'hui, je ferais sécession de la France, en fait. Parce que c'est quoi ces projets, en fait? Le on, c'est eux, Ok? Donc, il y a un moment où tous collectivement, on pourrait faire un petit peu quelque chose pour les jeunes, au lieu de leur demander à longueur de temps de faire pour nous. Et ça, je trouve ça ahurissant. Je serais jeune aujourd'hui, je vous jure, je serais en sécession. Vous quitteriez la France? Je ne sais pas si je quitterai la France, mais vous trouvez que c'est bien, là? Parce que vous avez péroré tout à l'heure, pardonnez-moi de vous le dire, en disant on. Mais on, c'est qui? C'est pas vous. C'est pas moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les jeunes qu'on fait déjà pas rentrer dans le monde du travail. Personne n'ose contredire la Isabelle, un peu tous sonné par ces arguments, sachant que c'est sur la base du volontariat quand même. Ah oui, non mais c'est le volontariat. Le volontariat, ça va être formidable. Emmanuel Macron qui en a parlé au cours du week-end, oui, effectivement, il y aura des annonces dans les prochains jours. Nous avons une armée qui est forte, dont on doit être fier, qui s'est engagée sur des théâtres d'opération dangereux ces dernières années, qui n'a jamais manqué à sa mission et ses devoirs, et que nous avons consolidé par les décisions que nous avons prises, et les 2 lois de programmation militaire. Et c'est même véritablement l'armée la plus efficace du continent européen aujourd'hui. Et donc nous sommes fiers de cette armée. J'aurai d'ailleurs des annonces complémentaires à faire dans les prochains jours et les prochaines semaines. Et c'est ça qu'il faut regarder. Il faut être fier de notre armée. Mais si on se remet, effectivement, on a réentendu il y a quelques minutes Jacques Chirac, c'était en 96, quand il annonce donc la fin du service militaire pour l'année 97. Vous y étiez son aide de camp.
à l'époque. Vous avez assisté donc en direct à cette annonce. Vous nous disiez que vous vous y attendiez parce que c'était dans son programme, donc pas de surprise. Mais est-ce que vous pensiez vraiment que 30 ans après, on le rétablirait? D'abord, c'est une suspension. Donc c'est pas la fin. Donc tout est en l'état. On a arrêté et on a changé de modèle, mais c'est en suspension. Donc en suspension, mais toutes les casernes les textes existent toujours. Il y a qu'à appuyer sur le bouton. Oui, mais il n'y a plus les casernes. C'est pas. Alors on a un double problème. Ouais. On a le problème de l'immobilier. Parce que tout a été fourgué, vendu, etc. Et ça n'existe plus. Moi, je connais mon régiment. Donc, les casernes, quoi. L'immobilier, c'est les casernes. Vendu. Les villes ont récupéré. En général, les casernes, Napoléon III, elles étaient en centre-ville. Ouais. Donc les mairies se sont jetées dessus, évidemment, pour l'euro symbolique. Ils avaient une emprise incroyable. Et quand ils la détruisaient pas, ils ont construit dans le centre de Paris des immeubles, etc., etc. Donc, belle opération immobilière. Pour une armée qui pensait, comme le dit fort bien Monsieur Pilat, le problème, c'est qu'on pensait que c'était la paix perpétuelle. La vie était belle, donc on n'a pas d'immobilier. Donc là, on est en train de réfléchir où on va les recaser. Premier point. Il y a un autre point qui est très important, c'est qu'une armée, on va dire 50 000 troufions, soldats qui arrivent, etc., etc. Avec quel encadrement? Le taux d'encadrement d'une armée, c'est énorme. Aujourd'hui, une armée moderne, on n'est pas en 1914. Donc, le taux d'encadrement entre 25 et 30%. Ce qui veut dire que si vous avez 50 000 hommes, il faut 10 000 cadres. 20%, 10 000 cadres. Vous les trouvez où? Il faut un colonel, il faut des lieutenants-colonels, des commandants. Donc, il faut créer une pyramide des grades. C'est du bullshit. Mais on va les trouver où? Donc on est d'accord, c'est du bullshit, c'est une annonce pour faire du bruit avec sa bouche. Alors, tout dépend du temps, parce qu'il y a un avantage, c'est qu'en fait, ils l'ont inscrit dans le temps. Première année, 5 000, deuxième année, donc on va le faire en tranches, comme le saucisson, on ne le mange pas directement, on va le couper en tranches pour qu'il soit assimilable. Donc là, ils vont le faire en tranches, parce qu'en fait, c'est une expérimentation qui se remet en place. Parce que le problème, comme je réponds à votre question, en 96, 97, quand ça s'est arrêté, tout le monde était bien content. Pourquoi? Parce que le service militaire n'était pas juste, il était plus universel. On avait besoin de 150 000 hommes, et il y avait 500 000 qui arrivaient à une tranche d'âge, c'est en gros 400 000 à 500 000 hommes. Les trois quarts, on disait, mais rentrez chez vous, tout va bien, et puis ils disparaissaient dans le système. Et on avait énormément de pistons aussi. Exactement, on n'en avait pas besoin. Énormément de on pistons. On n'en avait pas besoin. Et donc le problème maintenant, on a un besoin. On a besoin, en gros, de 100 000 hommes en plus pour assurer les missions de protection du territoire. Parce que c'est ça le sujet. Le jour parce qu'on projette. Mais qui protège le territoire? Qui protège les frontières? On parle de drones toute la journée, etc. Mais quand vous avez une armée d'actifs qui a été projetée, comment vous protégez les aéroports, les ports, les côtes, etc., etc. Donc on voit qu'il y a plein de missions opérationnelles dans lesquelles notre jeunesse pourrait s'y retrouver. Le problème est le suivant. Et je termine là-dessus, j'étais un petit peu long, désolé. Non, c'est le niveau de rémunération. J'entends parler de choses un peu bizarres. On me parle de 000 euros. Alors j'ose pas le dire, c'est dingue, quoi. Ouais. Si c'est moins de 1 000 euros, c'est une blague. Le garçon, il aurait été en terminale, il a son bac, il rentre dans une armée pendant 10 mois, on va à peu près sur ce modèle-là, il va gagner 1 000 euros par mois. Donc ça, remiliation du on. Pardon ? Le service militaire n'était pas rémunéré. Non, mais comme c'est un service volontaire, on peut supposer que le mot volontaire implique qu'il y ait une rémunération minimum, ou au minimum des avantages, je dirais, en termes de décoration, d'impôts, par exemple l'imposition. On peut imaginer une imposition un peu différente, etc. etc. Le trafic de drogue rapporte plus, c'est ça que vous voulez dire? Alors, je n'irai pas jusque-là, parce que tous nos enfants et nos jeunes ne sont pas là-dessus. N'empêche que c'est un point extrêmement important. Mais tout travail mérite salaire. Et le logement, comme il serait logé, quand même, c'est volontaire. Il serait logé, nourri, etc. Oui. Mais quand vous êtes terminal, si vous voulez, votre aspiration, alors bien sûr, une partie de la jeunesse, c'est pour ça que j'ai pas vu encore l'étude, on n'en parle pas beaucoup, sur le niveau de volontariat et de motivation de nos jeunes Français. Moi, je suis prof dans les universités, etc. Donc, c'est des gens qui ont 25, 26, 27 ans, qui pourraient être concernés par ça, ils cherchent du travail. Je les interrogerai, et pour une fois, je vous répondrai, mais je suis pas sûr qu'il y ait un niveau de motivation extrêmement fort, mais du fait de la rémunération qui est relativement faible. Après, du sang et des larmes, je vais vous dire un truc, moi, la jeunesse, je la connais, puisque j'ai commandé pendant pas mal d'années dans ma vie, et la jeunesse en général est plutôt intéressante, elle est plutôt enthousiaste, et j'ai jamais vu dès lors qu'ils rentrent dans la machine fait ce qu'il faut pour qu'ils adhèrent. Mais par contre, il faut quand même, la République, comme vous dites fort bien, la République doit s'intéresser à cette jeunesse, et c'est peut-être un moment fatidique. Ne nous trompons pas de réforme. Vous voyez, on risque de faire un truc bidouillé, alors qu'en fait, si on fait 50 000 hommes, faisons un joli truc bien fait. Je veux pas faire le pessimiste. Aujourd'hui, j'étais très pessimiste, mais vous sentez pas un décalage entre la jeunesse qui passe 5 heures par jour sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Vous exagérez. Non. Eric. Non, mais aller sur les réseaux sociaux vous rend pas très bien. Mais entre ça
et puis l'idée de mettre l'uniforme et d'aller combattre. Mais ils sont pas tous. Le premier tranche d'âge, c'est 400 000 personnes, hommes ou femmes. Ouais. Ils ont besoin de 50 000. On voit qu'on touche une minorité, on touche en gros 10% de la tranche d'âge. D'accord. Moi, j'ai un fils qui a 15 ans et qui veut faire, il va avoir 16 ans, mais il va faire une préparation militaire. Alors, il est comme tous les autres sur les écrans. Le premier, il se dit à un moment donné, il écoute la télévision, il se dit tiens, un intérêt. Voilà. Et puis, l'armée, c'est bien fait, hein. L'armée, c'est une machine comment dire, et puis les laits deviennent beaux, les beaux deviennent un peu moins beaux, les gars intelligents deviennent un peu moins... Tout ça, c'est une machine à rééquilibrer la République. Ça, c'est la force du système militaire. Tout le monde s'y retrouve. Et puis, c'est un monde de formidable justice. Moi, je fais un exemple flagrant. Tout le monde s'y retrouve. Honnêtement, moi, j'étais un cancre fini. Vous dressez un beau tableau. Je me retrouve dans l'armée et j'y passe 35 ans. Vous vouliez être peintre ? Non, Art déco. Oui, art déco, des dessins, des trucs. Déco intérieur. Il aurait été dessinateur. C'est dingue. Il aurait été dessinateur. Peintre Pierre de Lyon. Il y a quand même un point encourageant, je trouve que ces derniers temps, c'est quand on voit le succès de la réserve. C'est-à-dire que là, il y a des candidats, donc, ce qui montre quand même qu'il y a une prise de conscience et il y a une volonté de s'engager. Et c'est vrai que quand on discute avec des jeunes, si en effet, si tout ça est valorisé, si c'est bien payé ou s'il y a des avantages, il va falloir qu'ils y trouvent leur compte. Si, par exemple, c'est une ligne sur un CV qui est bien vue aussi par un employeur, il y a plein de conditions qui peuvent faire quand même que ça marche. En Norvège, on explique que précisément avoir fait partie des 10 ou 15% d'une classe d'âge qui a fait son service militaire sur la base du volontariat et encore une fois scruté de très près par les autorités militaires qui disent toi oui, toi non, toi oui, toi non, eh bien on explique qu'en Norvège, sur le CV, c'est incroyable. Il paraît que tout le monde s'arrache ces jeunes universitaires qui ont donné une année de leur vie parce que ça à la montre, patrie. Ça montre de l'engagement. Ce sont des gens qui, pendant presque un an, en effet, ont reçu une formation militaire. Ça veut dire de la rigueur. Ça peut être intéressant aussi pour des employeurs. Et puis, à la sortie de ce service militaire, ce sont des jeunes qui peuvent avoir envie de rejoindre l'armée. Donc, quand même, pour l'armée française, c'est aussi tout bénéfice. En Allemagne, il y a exactement ce même débat en ce moment parce qu'ils réfléchissent aussi à remettre le service militaire. Mais ils s'inquiètent là beaucoup du nombre de candidats, de volontaires, parce que les sondages sont pas bons. Il y a pas, on n'est pas dans la même tradition aussi. D'où l'intervention du chancelier allemand qui envisage. Absolument. Non, c'était le ministre de la Défense. Non, mais de le rendre obligatoire. Ils sont nourris au pacifisme depuis 60 ans, les Allemands. Est-ce que la petite phrase du chef d'état-major des armées françaises la semaine dernière, qui a dit la France doit être prête à sacrifier ses enfants, est-ce qu'elle va favoriser le recrutement pour ce service militaire ? Parce que même si vous avez expliqué avec beaucoup de sagesse que ces jeunes n'iraient pas sur le front en Ukraine, par exemple, c'est pas prévu. On sent bien que ça se durcit. Hein, mais en même temps, c'est plus pour aller en boîte de nuit le samedi soir draguer les filles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la chose militaire est devenue un sujet très grave. La nation en armes, c'est une notion qu'a évoqué le général Mandon. Alors il l'a dit avec ses mots, dans un contexte extrêmement particulier, d'où la polémique qui s'est mise en route. Mais on peut comprendre on voit bien vers quoi ce qu'il voulait dire très concrètement. C'est vrai que si on est en danger, demain les Russes rentrent dans les pays baltes. Je suis basique. Alors pour le coup, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on y va pas. Si on n'y va pas, moi, à mon avis, je pense qu'on n'irait pas. Mais je fais la parenthèse, parce que je pense qu'il y aurait une réflexion de fond en se disant, et les balles, d'ailleurs, au passage, ne sont pas sûres que les Européens viennent. Je fais la parenthèse parce que j'en suis pas tout à fait sûr. Ceci étant dit, si on y va, c'est pas avec une armée française à 220 000 hommes. Vous vous rendez compte que dans le débat à Genève hier, on parlait d'une armée ukrainienne à 600 000 hommes, et on monte sur les grands chevaux. Nous, on en a 220 000. Et l'armée allemande, c'est à peu près la même chose. Donc, on a des armées microscopiques. Donc, on a des armées à l'unité. Donc c'est tellement lilliputien qu'il faut impérativement envisager de monter en gamme. Le problème, c'est que les professionnels, ça coûte très cher. Parce que le gars, quand il signe un contrat, il reste là pour 5 ans. Donc c'est compliqué, ça coûte cher, ça implique une autre organisation. Donc il va falloir penser à un autre système, qui est un système dans lequel... Moi, je pense souvent à la garde nationale. Le problème, c'est que c'est américaine. Oui, enfin, c'est le modèle qui est bien. Vous avez une armée qui se développe à côté de l'armée et qui est utilisable. Parce que je vous rappelle qu'en Irak, il y avait globalement à peu près un quart de soldats étaient issus de la garde nationale. La garde nationale, ce sont quoi ? Ce sont des volontaires ? C'est comme des appelés. Des appelés. Ils font une période d'un an, par exemple, puis après ils font des périodes de X temps. Renouvelables. Ils viennent tout au long, comme les Suisses, tout au long de leur vie, ils viennent, ils font des séquences. Ces appelés, vous avez raison, c'est régiments de la garde nationale, donc des appelés, et se sont battus en Irak. Absolument. On les a
Bien sûr. Envoyés en Irak combattre. Et moi, je considère également, c'est que en France, il y a un décret qui est sorti le 30 octobre sur le sujet, qui s'appelle ORMA, donc les opérateurs pour le ministère des Armées. On voit que le ministère des Armées réfléchit à une manière d'utiliser les anciens militaires, des gens comme moi, enfin, je suis trop vieux pour ça, les gens avec qui on travaille, par exemple, et les réinjecter dans un système pour accompagner, pour coordonner, pour encadrer, etc., etc. Il faut trouver des solutions. On a des armées qui sont devenues trop petites et trop techniciennes, si vous voulez. Donc en fait, là, on est dans la masse, on est dans une espèce de nation en armes. Et vous n'êtes pas du tout trop vieux pour ça. Vous auriez dans les collèges et les lycées, vous êtes extrêmement convaincant pour faire de la pédagogie. Il n'y a pas de militaires qui viennent dans tous les collèges et les lycées. Cannes et puis mon... Mais non. Quand même, ne nous faites pas croire ça. Allez, on va terminer cette émission par un petit sourire. Je vais vous parler d'une révolution, d'un produit culte qu'on connaît tous depuis. Alors je vois l'âge, on est tous trop âgés pour faire notre service militaire. Par contre, on a le bon âge pour se souvenir de ça. Regardez. Ba 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 bi ba bi ba. Hey, mon fromage, c'est toi qu'on aime. Ba 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 bi belle. Et si s'il te plaît, tu ne le croiras jamais. Si t'en veux, dis-moi le bon petit fromage en Babybel. Babybel, le petit fromage qui me vient sortir. Vous connaissez tous. Ouais, si je vous fais, écoutez avec le micro. C'est comme des petits cadeaux qu'on ouvre, ça fait du bruit. Ça c'est terminé. Des bonbons au fromage. Là, Attendez. Ça là. Oui. Ça c'est du plastique. Ouais. Ah oui. Et le plastique c'est pas fantastique. Ah oui. Donc on va le remplacer par du papier. Évidemment, c'est la société Bell qui produit ces petits fromages. Mais la paraffine, elle va rester. Par contre la cire évidemment. Hop, ça reste. Ça c'est culte. Ça reste. Mais le plastique, c'est pas bon, donc on arrête. Toutes les chaînes de production ont été modifiées, donc ça coûte des millions. Ça a pris 5 ans de recherche. C'est bon. Vous êtes en train de boulotter mon Babybel tranquille. Non mais. Il est génial. Et vous partagez pas en plus. C'est la Madeleine de Proust. Est-ce que vous voulez que je vous confie... J'ai acheté du pain de seigle, il y en a en région. Est-ce que vous voulez que je vous confie une anecdote? C'est un petit secret. Il y a juste mes parents qui sont au courant de ça. Allez-y. Ça là. Cette petite boule rouge est responsable de ma seule punition de toute ma scolarité. Ah bon? J'avais 5 ans. J'étais en grande section de maternelle à la cantine. On avait ça à la fin des repas. Je n'aimais pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai lancé. Non. Mais non, la rebelle. Je l'ai balancé. J'ai été punie au coin. J'ai jamais pu recommencer. Mais ça m'a pas donné le goût du Babybel. Mais vous l'avez lancé sur un camarade? Non, comme ça. Vous êtes bon pour le service militaire, Magali? Bonne pour le service militaire. 2 milliards d'euros, 2 milliards consommés. Donc l'année dernière, Sex Pistols. En fait, c'est une vraie rebelle. Je suis très rock'n'roll. Vous en doutiez? 2 milliards de Babybel consommés l'année dernière dans le monde, c'est plus 6% par rapport à l'année d'avant. Parce que ça, là, c'est produit à Évron en Mayenne, chez nous en France. Mais sachez qu'il y a des lignes de production aussi aux États-Unis, au Canada, en Slovénie. Toutes ces lignes de production étaient refaites pour faire du papier et non plus du plastique. Voilà. Et donc ça, c'est pour être davantage écologique, sauf que ça reste des petits papiers à des emballages à usage unique. Donc certaines associations écologiques disent bon, peut mieux faire. Voilà, je sais pas ce Bien. Il fallait pas manger le plastique. Merci les amis. Non, mais attendez. Donc je rappelle l'information essentielle de ce journal. Je rappelle le Babybel, ça n'est que l'emballage en plastique qui valse, parce que le petit emballage en paraffine, lui, demeure, il reste éternel. On embrasse Théo Eberhard. Théo, c'est notre stagiaire, c'est le seul qui travaille. Voilà, il est là. Voilà, bonjour. C'est son anniversaire. Il a quel âge? 58 ans. 15 ans, c'est incroyable. 23 ans. 23 ans. Et il est le seul à travailler dans cette émission. C'est la raison pour laquelle on l'embrasse 2 fois. Merci Théo, bon anniversaire. Ouais. Merci à tous. Marie-Aline Méli pour LCI Direct. Quant à nous, on se retrouve demain, un petit peu avant midi. À demain donc.